On va démarrer cet événement donc Digitalis Future by Digital 113 sur le sujet de la cybersécurité et de l'univers agri-agro. Alors, pour commencer, Digital 113, qu'est-ce que c'est? C'est le cluster du numérique en Occitanie. C'est plus de 350 entreprises dans le digital sur tout le territoire, notamment sur l'axe Toulouse-Montpellier, et puis aussi bien au-delà, tout au fond de l'Occitanie. Pour introduire un petit peu, qu'est-ce que Digitalis Future? Digitalis Future, c'est la ligne éditoriale de Digital 113, orientée autour de thématiques et de filières, plus précisément. Et nous avons commencé sur cette première filière de l'agri-agro, saison qui va se terminer d'ailleurs fin février. On pourra retrouver toutes les vidéos, tous les contenus disponibles sur le site de Digitalis Future d'ici la fin du mois. Une nouvelle saison va commencer à partir du 1er mars. Il y a un événement à 14h30 le 1er mars pour présenter le nouveau secteur d'activité qui sera le bâtiment. Julien vous mettra d'ailleurs sur le chat, sur l'onglet conversation de Zoom, le lien vers l'événement pour que ceux qui sont intéressés puissent eh bien, s'inscrire à cet événement. Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Eh bien, nous allons parler de la cybersécurité avec ce monde de l'agro-agri. On va d'abord donner la parole à notre invité Rémi de l'ANSSI qui va pouvoir nous présenter un regard sectoriel en partant de contenus d'une échelle nationale, en allant au régional, puis au local. Nous allons derrière échanger avec Caroline de Cyberrock qui va nous présenter les aides, les accompagnements, les financements disponibles pour pouvoir mettre en place une vraie politique de cybersécurité avec le soutien de Haddock notamment et de la région. Il y a également par la suite un retour sur les cyberattaques que nous pourrons voir avec le colonel Lebéron de la Gendarmerie nationale qui est présent avec nous. Il y a enfin Léo et Nicolas de Devon6 qui nous parleront de conseils, de tutos, de bonnes pratiques pour se protéger contre les cybermalveillances. Enfin, nous aurons également des conseils liés aux assurances qui pourront nous être remontés par la suite. Et enfin, nous aurons un intervenant qui est Olivier de CGI qui pourra nous parler des différentes typologies d'attaques. Et ce que l'on vous propose, c'est in fine de participer, de poser vos questions et nos experts pourront vous y répondre sur la fin. Voilà. Alors, je vais commencer par donner la parole à Rémi de l'ANSSI. Rémi, tu nous entends? Très bien, et vous? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend parfaitement. Ah, c'est Et très, nous très te laissons la parole et je te propose qu'une fois que tu as terminé, tu puisses me repasser la main pour que je transfère au prochain intervenant. impeccable. Eh bien, donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais faire assez rapide pour cette introduction. Donc, je suis Rémi Budini, je suis le délégué à la sécurité numérique de l'ANSSI pour la région Occitanie. Donc, pour faire simple, je suis le représentant de l'ANSSI pour la région. L'ANSSI, qu'est-ce que c'est? C'est donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. On est rattaché en fait au secrétaire général de la Défense et de la sécurité nationale, et nous sommes un service du Premier ministre. Donc, nous sommes l'autorité nationale en matière de sécurité et défense des systèmes d'information, euh, avec un périmètre interministériel, d'où notre rattachement au Premier ministre. Je passe très très vite sur le cœur du projet, l'état de la menace vis-à-vis du secteur agroalimentaire. Il faut bien se rendre compte que l'agroalimentaire, c'est un secteur d'activité d'importance vitale. Donc en France, on a 12 secteurs qui sont particulièrement scrutés et surveillés et protégés par l'État. Et ben, le premier qu'on va trouver en haut de la liste, hein, c'est la partie alimentation, gestion de l'eau et santé, qui touche en fait
aux personnes, à nos concitoyens. Et le secteur agro-agri est bien sûr partie du démarrage de cette chaîne vers l'alimentation. Et ce qui explique en fait que du fait de la sensibilité des activités, on a une exposition potentielle d'intérêt de la part de parties adverses, de gens qui ne veulent pas forcément du bien à nos infrastructures. Et c'est ce que remontait le CERT Wavestone sur son étude 2018-2019. Parmi les incidents majeurs de cybersécurité, les 40 incidents majeurs qui avaient été amenés à être traités par Wavestone, qui est un prestataire qualifié par l'ANSSI, on retrouve le secteur de l'agroalimentaire qui fait qui provoque justement l'intérêt de ces cyberattaques. Alors, on peut parfois être amené à se poser des questions entre le cyber et cette activité-là. Mais quand on prend un peu de recul, on se rend compte que on parle beaucoup d'industrie 4.0, mais on a aussi un secteur agro-agri 4.0 avec énormément d'utilisation de technologies numériques, que ce soit sur les exploitations, que ce soit pour piloter, pour contrôler, pour gérer en fait les exploitations, mais aussi pour le lien vers les conseillers, les fournisseurs de produits qui suivent en direct en fait les besoins des producteurs. Et puis, bien entendu, la partie évidente de communication numérique qui soutient l'activité vers le consommateur. Tous ces usages du numérique sont autant d'exposition pour des cyberattaques, d'autant que non seulement on a affaire à l'informatique traditionnelle, celle de monsieur et madame tout le monde, avec Internet, l'usage d'Internet, les serveurs, etc. Mais on a aussi beaucoup d'usages de ce qu'on appelle en fait l'informatique industrielle et l'informatique qui va mettre en œuvre des produits, des capteurs qui sont potentiellement pas forcément très très bien protégés d'un point de vue cybersécurité. Voilà. Donc là, c'était juste un exemple sur une exploitation. Quelque chose de très très intéressant aussi, c'est ce secteur agronomique, et l'agriculture, il est à la frontière d'autres technologies, comme par exemple les véhicules connectés, avec la petite moissonneuse boiteuse qu'on a sur le pictogramme. Et ça aussi, ce sont des pans entiers de l'activité numérique qui sont très fortement ouverts et très fortement exposés. Alors, quelques exemples en partant de choses très, très internationales et qui datent pas d'hier. Le cas de Mondelez, qui a en 2017 été victime d'un rançongiciel, c'est-à-dire un logiciel qui crypte vos données et qui exige une rançon pour vous donner accès en fait à vos données, pour retrouver l'accès en fait de votre système. Et puis beaucoup plus proche de nous, Fleury Michon, qui est un acteur du secteur agroalimentaire pour lequel l'ANSSI est intervenu, qui a connu l'année dernière, enfin il y a 2 ans, pardon, au mois d'avril, une attaque d'ampleur sur son système d'information qui a complètement paralysé l'exploitation pendant près d'une semaine. À Lamballe aussi, Couperle, qui a été victime d'une cyberattaque, qui a mis à mal l'activité. Donc des cas très très emblématiques et qui touchent différents acteurs de cette filière agri-agro. Et très très récemment, des chambres d'agriculture qui ont été attaquées par des rançongiciels
en Nouvelle-Aquitaine et puis dans le centre Val-de-Loire, des cibles qu'on n'avait pas l'habitude d'identifier auparavant et de dénombrer au nombre de nos victimes. Et je mets un autre exemple, c'est la cyberattaque qui a eu lieu la semaine dernière aux États-Unis. Alors, c'est pas sur la partie agri-agro, c'est sur la partie traitement de l'eau, mais c'est quand même assez proche puisque ça touche aussi la partie alimentation. Un hacker qui attaque une centrale de distribution de l'eau pour augmenter un volume important de produits toxiques utilisés à des usages comment normal habituellement pour traiter l'eau, mais qui, en modifiant les proportions, devenait toxique et qui pouvait rendre dangereuse la consommation d'eau potable. Donc voilà, un spectre assez large de ce qui nous menace, avec différentes motivations. On va avoir du rançongiciel, c'est-à-dire des tentatives d'extorsion de fonds. On va avoir, donc, dans le cas de Mondelez ou de Fleury-Michon, même de Cooperl, on va avoir aussi de la perturbation et de l'exfiltration et du vol d'informations, comme pour la partie des chambres d'agriculture, et puis des actes qu'on pourrait assimiler à du terrorisme, comme la modification de la composition de l'eau. Donc, qui sont les gens qui sont derrière ça? En grande partie de la cybercriminalité, c'est-à-dire de la mafia numérique, très très organisée, qui utilise un réseau très vaste d'officines cybercriminelles spécialisées, l'une dans la collecte d'informations, l'autre dans la pénétration de systèmes d'information, l'autre dans le blanchiment d'argent. Donc un écosystème, je vous dis, très très riche et très complexe, avec parfois quand même de beaux succès pour les forces de l'ordre, comme la, la, la mise en défaut du modèle rançongiciel Emotet, qui a eu lieu il y a quelques semaines et qui avait contribué à une très très forte activité cyber en septembre dernier, notamment sur un spectre de collectivités territoriales. Donc, principalement, en fait, un tissu cybercriminel qui est attiré par l'appât du gain et l'extorsion de fonds. Donc, que faire vis-à-vis de cette menace? Il faut faire face. On a constaté à l'agence une évolution exponentielle de cette criminalité qui, en 2019, nous a amené à conduire 52 interventions sur nos bénéficiaires directs qui sont les opérateurs d'importance vitale, les opérateurs qui sont justement très surveillés par les services de l'État et bien entendu le tissu interministériel. Donc 52 interventions en 2019 et un facteur 4 en 2020 avec plus de 200 interventions. Cette menace rançongicielle, elle explose parce qu'il y a des kits d'exploitation et je vous l'ai dit, un écosystème cybercriminel très organisé qui permet de taper n'importe où et de tenter des extorsions de fonds sur à peu près n'importe quelle structure. Avant, on avait affaire à du big game hunting. C'est ce qui s'était passé en fait avec Mondelez, au sens où on s'attaque à des grandes multinationales qui ont beaucoup de trésorerie, on va leur demander une rançon très élevée. Là, aujourd'hui, on a affaire à des cybercriminels qui vont attaquer une petite mairie ou une TPE ou une PME et adapter le niveau de rançon aux moyens et aux capacités de paiement de leurs victimes. Donc malheureusement, cette sophistication et cette industrialisation de la menace nous inquiète et nous amène à avoir produit en septembre dernier un guide attaque par rançongiciel tous concernés, comment se protéger. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce guide? Deux grandes parties. Une première partie sur la prévention et ce qu'il faut faire pour anticiper et se protéger, se prémunir contre les impacts et
les effets négatifs justement d'une telle attaque, avec le plus évident, c'est la sauvegarde des données sur des supports qui sont déconnectés en fait du système d'information, parce qu'aujourd'hui on a affaire à des rançongiciels qui sont tellement perfectionnés, qui se baladent un petit peu partout dans votre système d'information, votre système informatique, et qui vont aller chercher les robots de sauvegarde et les logiciels qui font de la sauvegarde pour aller chiffrer et rendre inaccessibles les données qui ont été sauvegardées. Donc, 11 bonnes pratiques à mettre en œuvre pour se préparer à réduire le risque et à subir la tempête. Mais malheureusement, la tempête arrivera, et si jamais elle vous frappe, ben, il va y avoir une stratégie de réaction face à l'incident, avec 7 étapes à parcourir. Et la première, c'est adopter les bons réflexes, surtout ne pas payer la rançon, déposer plainte, et ça, Laurent va vous, je pense, revenir sur ce sujet-là, et adopter les bons réflexes. Alors, je suis volontairement rentré dans la page de notre guide sur adopter les bons réflexes pour vous montrer que c'était un guide qui était tout à fait didactique, facile à prendre en main et qui donnait des conseils simples et clairs. Ce n'est pas un guide pour les RSSI de grands groupes, ce n'est pas un guide fait pour les technophiles et les rois des paramétrages de firewall. Non, c'est des choses qui sont très simples, qui nécessitent parfois d'être accompagnés, mais en tous les cas qui sont compréhensibles et qui permettent de bien s'adapter et de se préparer au risque. Donc là, j'ai fait une petite synthèse de cette première activité d'adopter les bons réflexes. Donc, tenir une main courante, déconnecter les backups, c'est-à-dire vos sauvegardes, elles ne doivent pas être connectées au système d'information, isoler les équipements qui ont été infectés, isoler d'Internet vos systèmes d'information, etc., etc., etc. Un des grands plus en fait de ce guide, c'est que c'est la première fois qu'on a affaire à où on fait participer des victimes et témoigner des victimes. Et donc, ce sera la conclusion de cette présentation. Donc, Laurent Babin, qui est le responsable de la sécurité des systèmes d'information du groupe Fleury Michon, qui s'exprime tout au long de ce guide pour expliquer que, en fait, il faut être accompagné pour la gestion de crise et pour la sortie de crise, et notamment le recours à leur assureur en fait a été bénéfique, et donc on en parlera dans notre session. Et puis le dernier mot de Laurent, préparez-vous, sera mon dernier conseil, on ne peut pas s'en sortir tout seul. L'importance d'avoir de l'information, d'être accompagné et d'être suivi pour s'adapter à cette forme de risque, à cette nouvelle forme de risque, nouvelle parce que la partie rançongiciel est vraiment est vraiment très redoutable. Mais c'est quelque chose même qui existe quand même depuis longtemps. Mais ce qui est nouveau, c'est cette propagation et cette exposition au risque. Voilà, je m'arrête là. Toute sollicitation sur occitanie@sci.gouv.fr arrivera chez moi et je vous répondrai avec plaisir. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci Rémi pour cette présentation assez concise. Nous allons du coup passer à la parole à Caroline pour qu'elle nous parle des aides, de l'accompagnement et des financements qui peuvent être mis en place dans le cadre de la cybersécurité. Caroline, je te laisse la main. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Caroline Dorviana, je suis chargée de mission cybersécurité pour l'Agence de développement économique ADOC. Et donc, alors d'abord, je vais partager mon écran. Alors, j'ai perdu l'habitude. Attends. Je t'entends pas, Olivier. Dis-moi où c'est. En bas au milieu. Ah, c'était le truc vert, en gros. C'est la Oui. seule chose que je regardais pas, en fait. Bon, super. On va plutôt prendre celui-là. OK. Pardon. Désolée, on change un peu trop souvent de logiciel. Alors, est-ce que vous voyez la présentation? C'est parfait. Est-ce que si je la lis, vous voyez toujours le diaporama?
Ouais, parce que des fois, on a des petits… parce qu'en fait, je ne vois pas ce que je projette. Donc, bon. OK. Donc, je vais vous présenter en fait l'action de la région et donc qui a été confiée à l'agence ad-hoc sur la filière cybersécurité. Donc, un petit point sur l'agence très rapidement. L'agence de développement économique accompagne les entreprises sur tout le cycle de vie de l'entreprise et va mettre en place des actions et des dispositifs qui sont proposés par la région, justement. On a une action particulière sur les filières de demain par rapport à la stratégie régionale d'innovation. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets, dont l'agroalimentaire, qui sont adressés. Et bien entendu, là, on est sur un développement de l'innovation dans ces domaines. La région, par ailleurs, est très sensible au sujet de la cybersécurité, a lancé en 2019 un appel à projet qui s'appelle Opération Transition numérique et cybersécurité, qui est opéré par les acteurs que vous voyez sur cette diapo, les CCI, Chambre des métiers, la Mêlée, la Fédération du bâtiment, et qui a pour objectif de travailler sur la transformation digitale, mais aussi la cybersécurité. Donc, c'est déjà une première action qu'a lancée la région, une action concrète pour favoriser la sécurisation des entreprises, d'autant plus quand elles se positionnaient dans une démarche de transformation digitale qui doit être absolument accompagnée d'une vision sécurisée. D'autre part, la région a des dispositifs qui vont permettre de financer de la croissance, de l'innovation, de la relance suite à la situation actuelle. On a des dispositifs sur tout ce qui est accompagnement de l'industrie du futur. Et tous ces dispositifs ont des zones qui peuvent servir à financer de la cybersécurité. J'en arrive au projet qui est porté par l'agence ad-hoc et qui s'appelle Cyberoc et qui va proposer justement un accompagnement et une mise en place des aides de la région pour financer de la sécurité, qui va aussi chercher à capter de l'information sur des possibilités de financement par d'autres organismes sur ces actions de cybersécurité. L'objectif du projet Cyberoc était de répondre à un certain nombre de besoins qui avaient été identifiés sur l'écosystème de l'Occitanie. Le besoin de sécuriser, que les entreprises se sécurisent, pardon. Donc, ce besoin qui est de bien appréhender les enjeux et les risques de la cybersécurité, ce qui n'est pas forcément le cas. Un besoin d'être accompagné pour aller dans cette démarche de sécurisation. Un besoin de se former. On sait que les gens en interne dans les entreprises ont besoin d'avoir des formations. Et puis, on a aussi besoin, nos entreprises, parce qu'on en parlera, de cybersécurité qui sont présentes en région et qui sont très investies, ont besoin de pouvoir recruter. On a besoin d'avoir des offres qui soient dimensionnées en fonction des tailles des entreprises. On sait que pour les grosses entreprises, elles ont des RSSI, elles ont elles ont en interne des compétences qui leur permettent de bien identifier leurs besoins en cybersécurité. Ça ne va pas être le cas pour des entreprises de taille moins importante. Pouvoir identifier les expertises, donc nos entreprises régionales qui sont compétentes sur le sujet. Pouvoir répondre à toutes les questions qui vont pouvoir se poser. On est déjà sollicité sur des sujets très différents. Il y a des sujets de sécurisation, il y a des sujets d'innovation, il y a des sujets de recherche de compétences très spécifiques. On peut envisager toutes les questions qui sont liées à la cybersécurité et on va chercher avec tout l'écosystème régional à y répondre. Bien entendu, travailler aussi sur l'innovation et proposer, enfin vraiment pousser nos entreprises à être en capacité de rassurer leurs clients puisqu'elles ont été capables de monter en compétences sur le sujet de la cybersécurité. Donc, le projet Cyberoc a une double ambition, accompagner les entreprises pour sécuriser leur système d'information et pour sécuriser les produits que nos entreprises développent également et répondre aussi aux besoins de notre filière cybersécurité quant à la pénurie des talents, le besoin de visibilité, etc.
On a un écosystème qui nous accompagne, qui est très riche, qui va autant concerner des entreprises de cybersécurité que des acteurs institutionnels, des acteurs académiques, des grands groupes et aussi les associations qui sont très actives sur notre région sur ce sujet. Le projet Cyberrock sera composé de 5 thématiques. On a déjà des groupes de travail et on propose déjà des actions que je vais vous présenter après. Donc, je vous disais, les 5 thématiques vont recouvrir la double ambition indiquée au début. Une action sur la sécurisation des entreprises avec un accompagnement spécifique qu'on est en train de construire, avec un diagnostic, une mise en relation avec des prestataires, une aide à la recherche de financement pour pouvoir mettre en place cette sécurisation, et puis des actions de sensibilisation pour amener les entreprises à aller vers ce parcours de sécurisation. Une action sur la sécurisation produit, avec une mise en place d'un parcours de test des produits qui sont en cours de construction dans les entreprises. Donc, les aider à identifier quels sont les objectifs de sécurité qu'ils doivent atteindre et quels sont les acteurs qui peuvent les aider à faire les différents tests nécessaires pour pouvoir proposer un produit qui est sécurisé en fonction de ces objectifs, bien entendu. Un groupe de travail sur l'emploi et la formation avec l'identification du besoin en compétences de nos entreprises, un travail sur nos formations, une mise en avant des formations qui sont présentes sur la région, qui ne sont pas toujours visibles, et puis une compréhension aussi des métiers de la cyber. Un travail sur la recherche et l'innovation avec une identification des compétences de nos laboratoires en région, une identification aussi des besoins d'innovation de nos entreprises et un soutien à nos porteurs de projets, nos entreprises qui veulent innover dans ce domaine-là, et on en a plusieurs qui viennent nous voir. Et puis aussi une information sur tout ce qui est accompagnement à l'innovation au niveau régional, mais aussi au niveau européen, voire international, puisqu'il y a des appels à projets qui tombent assez régulièrement. Et enfin, un dernier projet qui est en train de se monter avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information sur la réponse à incidents, et donc avoir un CSIRT régional qui travaillera en cohérence avec le réseau des CERT et CSIRT national. Donc, on cherche en fait à construire un hub de l'écosystème régional de la cybersécurité, donc pour accompagner les entreprises et les collectivités pour qu'elles se sécurisent, qu'elles développent des nouveaux produits et en leur offrant vraiment les moyens d'une véritable sécurité numérique éthique et durable, en faisant de la sensibilisation et de la lutte contre la cybersécurité avec de l'innovation et en partenariat avec les chaînes nationales et européennes. Dans l'outil qu'on a mis en place il y a déjà 1 an et demi et qui nous sert vraiment à promouvoir les différentes actions dont je vous ai parlé, c'est le portail Cyberrock. Et vous allez pouvoir y trouver de l'information sur la cybersécurité, de l'information sur les événements qui se passent en région, comme celui d'aujourd'hui, par exemple, les actualités qui concernent la cybersécurité de façon à se tenir informé. Vous allez trouver le diagnostic de la cybersécurité qui vous permet de vous évaluer en fonction de la taille de votre entreprise, en tout cas en fonction de votre organisation, qui fait partie du parcours de sécurisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de faire ce diagnostic, d'avoir un rapport qui sera créé à la fin du diagnostic et d'aller vers une mise en relation des acteurs de la région que vous allez pouvoir retrouver dans l'annuaire que nous avons aussi mis en ligne, qui s'appelle Communauté cybersécurité d'Occitanie. Ce parcours sera bientôt un peu mieux mis en valeur, avec une possibilité de contacter des personnes pour être accompagnées dans la réponse à ce diagnostic et la mise en relation avec des acteurs. On a aussi un parcours sur la sécurisation produit qui sera bientôt mis en ligne, et des informations sur les formations et les métiers de la cybersécurité qui sont déjà présents et qui vont aussi être améliorés dans les prochains mois. L'annuaire, normalement, devrait être
mis à jour d'ici quelques jours avec une forme beaucoup plus intéressante où on verra mieux la représentation, la répartition sur le territoire de tous les acteurs de la cybersécurité. Donc, le diagnostic, une petite image du diagnostic dont je vous parlais. On suit les actions, on est en relation avec les clusters, avec les réseaux de la région. Lorsqu'il y a eu la crise, la crise du coronavirus a commencé plutôt, on a publié une cellule de crise par rapport aux attaques qui étaient spécifiques à cette crise sanitaire et qui ciblaient les entreprises qui étaient déjà fragilisées. Donc, c'était important de pouvoir les prévenir sur les risques sécurité qu'on voyait apparaître. On a travaillé cette cellule de crise en partenariat avec l'ANSSI et la Gendarmerie nationale. À l'issue de cette... pas à l'issue de la crise, parce que malheureusement, nous sommes toujours dedans, mais disons que suite au premier confinement, on a écrit une campagne des gestes de sécurité numérique en partenariat avec l'ANSSI, qu'on a mis en ligne sur le portail. Et puis, les derniers éléments, le projet Cyberoc verra le jour en septembre 2021. Il va être intégré dans un projet plus large de la région, qui est un projet de Digital Innovation Hub, que la région porte et où elle va candidater auprès de l'Europe. Et dans lequel Digital 113 aura un rôle important sur le sujet des écosystèmes. Oui, voilà. Alors, c'est très important, effectivement, le DIH, mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas tout à fait mon sujet. Et puis, ce n'est pas moi qui porte les DIH, donc je ne veux pas dire de bêtises. Oui, non, mais c'était juste pour prévenir les adhérents. Mais non, mais tu as tout à fait raison et c'est très important de dire que tout le monde est présent et participe et les écosystèmes, justement, enfin, les clusters comme Digital 113 sont partie prenante, puisque c'est l'objectif du DIH, c'est d'accélérer la transformation digitale des entreprises en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité et le calcul haute performance. Et justement, dans cette optique, le IDIH Occitanie va avoir 3 BU, dont la BU cybersécurité. Et en fait, c'est Cyberoc qui sera la BU cybersécurité du IDIH. Voilà. J'ai essayé d'aller rapidement parce que je sais qu'on est beaucoup à intervenir et je ne voulais pas dépasser mon temps. Merci Caroline. Nous allons du coup passer à un sujet très concret. On va parler de cyberattaque avec le colonel Lebeyron qui va nous dresser quelques cas de cyberattaque et également les procédures quand on se rend compte qu'il y a une cyberattaque. Colonel, à vous la parole. Oui, merci. Merci Olivier de donner la parole à la gendarmerie. Je vais essayer d'être bref et de resituer l'action de la gendarmerie après un court propos introductif. Je crois qu'il est important que tout le monde sache que nous sommes dans un contexte de guerre économique et qui dit guerre économique dit insécurité économique avec des acteurs qui sont visibles ou invisibles, attendus ou inattendus. En tout état de cause, l'agriculture, l'agroalimentaire est concernée par ce contexte de guerre économique avec des mosaïques de conflits, de pratiques et de finalités. Une fois qu'on a dit ça, on va se concentrer sur l'insécurité économique au niveau de la région Occitanie, puisque lorsque la gendarmerie a fait son bilan de 2020, elle a pu constater que l'insécurité économique qui touche tous les acteurs économiques de la région représente 10% du total des faits de la délinquance enregistrée, ce qui représente environ 14 000 victimes. À titre comparatif, lorsqu'on parle de violence intrafamiliale, on a aujourd'hui 10 000 victimes sur la région et donc 14 000 victimes pour l'insécurité économique. Si on fait un focus uniquement sur la cybercriminalité, la cybercriminalité représente 7% du total de la délinquance générale, mais dans cette part de cybercriminalité, il n'y a que 11% des victimes qui sont des personnes morales, donc des acteurs économiques.
le contexte de la cybercriminalité, on va dire qu'avant le premier confinement, donc les 2 premiers mois de l'année 2020, avaient vu une augmentation des atteintes cyber d'environ 22%. Ça s'est confirmé tout le reste de l'année, puisque au total, on comptabilise 36 rançongiciels qui ont été perpétrés sur le département, sur la région, pardon. Et pour des ransomware, on est sur une moyenne de 197 jours pour déceler l'intrusion et 69 jours pour y remédier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à cette analyse, d'abord, il faut observer les biais que l'on a sur la statistique avant de mettre en place des mesures. Les biais que l'on a sont les suivants. On a une délinquance générale qui recule, donc on peut considérer que le nombre d'atteintes aux entreprises baisse également. Le deuxième biais, c'est que pas mal de chefs d'entreprise ne déposent pas plainte, et j'y reviendrai. Donc, on a un chiffre gris de l'insécurité économique. On a peut-être des artisans et des auto-entrepreneurs qui ne sont pas identifiés en tant que personnes morales. On a enfin la fraude et l'espionnage qui ne se voient pas immédiatement et donc qui ne donnent pas forcément lieu à un dépôt de plainte. Enfin et surtout, on a un problème pour enregistrer le préjudice financier total et l'estimer de manière intéressante pour que ça donne un peu plus de corps à notre analyse de la délinquance. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, les forces de l'ordre et la gendarmerie ont pris les mesures et organisé leur action. Le premier, c'est un axe préventif. Le deuxième, c'est un axe défensif. Et le troisième, c'est un axe curatif. C'est la police judiciaire. Donc, sur l'axe préventif, et pour travailler sur le sujet spécifique de l'agri-agro, nous engageons des actions de sensibilisation, d'éducation et de partenariat. L'objectif pour nous, c'est d'avoir des relations les plus étroites avec ces partenaires parce que, comme l'a dit Rémi dans son propos introductif, l'agriculture fait partie des premiers secteurs sensibles et développe des technologies particulières. Tout ce qui est bioénergie, robotique, fermentation, biotechnologie, production particulière, tout ça fait que l'agriculture est clairement identifiée comme un secteur d'avenir. L'agriculture française est qualifiée d'agriculture intelligente et donc elle aiguise les attentions des autres acteurs économiques et des puissances étrangères. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec les chambres d'agriculture, avec les organismes paritaires, avec la DRAF, et nous faisons une forme de veille et d'échange de renseignements sur tout ce qui peut se passer autour de ce secteur. Nous engageons également des actions dans le domaine défensif. C'est ce que l'on aura, ce que l'on retrouvera sous le vocable de renseignement d'intérêt économique, avec pour objectif de surveiller et d'échanger les différents acteurs qui ont des vues sur l'agriculture ou l'agroalimentaire française, et justement en essayant de qualifier ces acteurs de la menace. Par exemple, nous avons un regard particulier sur la communauté asiatique et plus particulièrement chinoise qui s'intéresse de près à notre agriculture et qui essaie de pénétrer tout ce que l'on appelle ESRI, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, d'une manière ou d'une autre. Donc, nous avons un regard très fin sur les agissements de cette communauté, qui, pour mémoire, est la première communauté étudiante en France. Et puis donc, le dernier point, c'est le volet police judiciaire, le volet curatif. Alors, lorsqu'on en est au curatif, ça veut dire que les deux axes précédents, le préventif et le défensif, n'ont pas marché. Premier point, venir déposer plainte. Déposer plainte, pourquoi ?
Parce que lorsqu'on est victime d'une atteinte, il ne faut pas imaginer que, par exemple, pour un rançongiciel, lorsque l'on va payer, on va être sorti d'affaires, loin de là. Néanmoins, on a encore ce genre de cas de personnes qui payent et qui considèrent qu'elles ont gagné en crédibilité parce qu'elles ont payé et elles ont eu une restauration plus ou moins bonne et plus ou moins rapide de leur service. En tout état de cause, il faut déposer plainte. Ça permet deux choses. Ça permet, un, de travailler et d'aider la victime. Deuxièmement, ça permet de révéler des phénomènes et donc d'être un peu plus avisé lorsque l'on doit lutter contre un phénomène de délinquance. Le deuxième point, c'est en déposant plainte, on gagne du temps, à condition que le dépôt de plainte ne soit pas trop tardif. Et donc, gagner du temps, ça s'anticipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de venir déposer plainte, il est important d'établir une relation au quotidien, une relation de proximité avec les forces de l'ordre, de manière à ce que lorsqu'il y a une situation de crise, lorsqu'il y a une attaque, à ce moment-là, on réagisse vite et on puisse activer toutes les chaînes fonctionnelles qui sont utiles. Un exemple, pour la gendarmerie, si vous êtes victime d'un rançongiciel, si vous venez déposer plainte, signaler les faits, en l'espace d'une heure, on peut activer toute notre chaîne cyber, de cyber-enquêteurs, donc, du niveau le plus bas, c'est-à-dire de celui de l'échelon brigade, jusqu'au niveau central à travers le C3N. Donc, il y a un véritable intérêt à anticiper la crise de manière à la gérer lorsqu'elle intervient. Tout ça pour vous dire quoi? Que nous avons plusieurs exemples dans la région qui nous ont permis de mesurer l'acuité des problèmes auxquels sont confrontés les chefs d'entreprise lorsqu'ils sont victimes. Parce que si on prend le cas d'un rançongiciel, tout ne s'arrête pas à partir du moment où on a un blocage de son système. Si, dans le meilleur des cas, on arrive à rétablir le système, on a quand même un préjudice qui est relativement important, avec plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros qui seront perdus, des jours de travail qui seront perdus, l'arrêt de l'outil de production, et tout ça, il faut le prendre en considération. Donc, nous mettons en place tout un tas de systèmes préventifs, défensifs en amont. Lorsqu'on en arrive au curatif, forcément, c'est compliqué. Et la règle numéro 1, c'est de venir déposer plainte. Ensuite, on prend en main les victimes et on s'occupe de travailler l'enquête pour arriver à rétablir une situation normale. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais être également très synthétique, comme a pu l'être Caroline, de manière à laisser le temps à des questions ultérieurement. Merci. Merci, colonel. Désormais, on a vu tout ce qui était cyberattaque, on a vu les aides. Et avant tout ça, il y a déjà plein de conseils, de tutos, de bonnes pratiques. Et c'est Léo et Nicolas de la société Devensis basée à Montpellier qui vont nous donner le fruit de leur expérience, puisque c'est leur activité de protéger les entreprises avant même d'intervenir pour détecter des failles. Nicolas, Léo, à vous la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Je ne sais pas si vous voyez le partage qu'on va bientôt vous faire. Nous voyons normalement. Vous le voyez nous déjà, c'est la première étape. Parfait. Donc aujourd'hui, en fait, nous, Devensis Cybersécurité, pour quand même repositionner, on est une boîte de cybersec, on intervient en région Occitanie, mais pas que. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas Blasco, qui est directeur de la partie audit et pentest chez nous, certifié sur pas mal de sujets, qui intervient autant chez les clients quand c'est trop tard, mais également quand c'est pas trop tard. Et on ne va pas vous rebâcher les classiques petits conseils que vous auriez, même si il y en a quelques-uns dans la liste qui suit. C'est toujours intéressant à entendre de nouveau. C'est ça. Il y a l'ANSSI qui a fait un très très bon travail à ce sujet sur un petit guide qui s'appelle les bonnes pratiques, on va dire un peu le guide d'hygiène. Il y en a 42, évidemment, la référence 42, certains l'auront. Vous pouvez le télécharger, c'est complètement gratuit. Ça sera dans le slide sur le site de l'ANSSI. Vous tapez guide d'hygiène de l'ANSSI. C'est très bien fait et ce n'est pas très technique. Même si ça peut s'adresser à votre DSI, un responsable informatique, ou si vous n'avez pas de DSI chez vous, vous êtes peut-être le directeur des finances ou le DRH, comme ça peut arriver, qui prend cette casquette. Vous pouvez l'utiliser en complément de la superbe checklist faite par la CNIL
pour déjà faire un espèce d'état des lieux ou de pré-diagnostic de votre système d'information. Donc ça déjà, on ne va pas réinventer la roue, ce guide existe, il est très bien. Très, très bien. Juste après, on va vous parler de quelques petits points dont l'objectif, c'est de faire ressortir qu'il y a des solutions parfois simples qui s'adressent autant à votre entreprise, à votre collectivité ou à votre organisme que parfois à votre usage purement personnel. Et donc là, Nicolas a décidé de choisir quelques sujets assez légers, j'ai envie de dire, mais qui sont pourtant très importants, et vous donner des cas concrets, ce qu'on appelle des quick wins dans notre jargon. Nous, en tant qu'attaquant, moi, en tant qu'attaquant, je pars du principe que peu importe votre rôle, peu importe votre poste dans une entreprise ou peu importe votre entreprise, vous êtes toujours un utilisateur. Donc, il y aura toujours les mêmes biais, il y aura toujours les mêmes problématiques qui resteront, peu importe votre job. Donc, on va vraiment se focaliser sur ça. Vous, qu'est-ce que vous devez faire en tant que personne, mais aussi en tant que responsable, directeur, PDG, peu importe. On le connaît, le gros problème, les mots de passe. C'est un peu la clé de voûte de toute notre sécurité. On a un gros souci en ce moment, c'est qu'il y a des mots de passe qui sont en libre circulation. Quand je dis en libre circulation, c'est effectivement, il y en a qui sont en vente sur le Darknet, mais il y en a aussi qui sont accessibles sur le Clear Web, gratuitement ou plus ou moins cher. Très souvent, on oublie de mettre un mot de passe unique par service. C'est important. On le rabâche, on le rabâche, on le rabâche. Un mot de passe unique par service. Attention au schéma, parce que si vous passez de Toto 1, 2, 3, 4 à Toto 1, 2, 3, 4, 5, effectivement, vous n'avez pas le même mot de passe. Mais bon, on n'est pas dupe. On va réussir à comprendre quel est votre schéma. Donc, faire super gaffe à ça. Et vous allez me dire, ouais, mais Nicolas, tu es gentil. J'ai 150 mots de passe à retenir. Je ne vais pas mettre des mots de passe de 13, 14, 15, 16 caractères uniques à chaque fois. Ben, vous avez raison. Vous avez raison. Et c'est pour ça qu'il y a des gestionnaires de mots de passe. Il y a des gestionnaires de mots de passe qui marchent très bien. On va en parler juste après. Je préfère proposer un gestionnaire de mots de passe à quelqu'un plutôt que de mettre un post-it sur le PC. Après, vous voyez de votre côté, il n'y a aucun souci. À préciser sur les gestionnaires de mots de passe, il y en a des Français, il y en a des Américains, il y en a des payants, des gratuits, mais c'est toujours mieux un gestionnaire de mots de passe que un post-it. Si vous arrivez à retenir les 150 mots de passe uniques, c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis un petit logo en bas à droite avec une clé et non pas un logo d'un des acteurs, puisqu'il y en a beaucoup et on ne veut pas faire de promotion pour un en particulier. Si vous voulez faire un petit check, parce qu'on le voit, le petit 38 à côté, non, ce n'est pas une erreur, c'est que c'est le point 38 du guide de l'ANSSI. Donc, le guide dit dans le point 38, faites de la veille, faites de la veille, faites de la veille, et bien faites de la veille si possible sur vos mots de passe. Donc, il y a ce site qui s'appelle Have I Been Pwned, qui a été créé par Troy Hunt, un chercheur en sécurité, qui travaille chez Microsoft, effectivement, qui vous permet de checker rapidement si vos mots de passe sont présents dans une base de données qui a été volée. Bien entendu, ils ne vous donnent pas le mot de passe directement, mais ils vont vous dire vous êtes fait avoir sur la fuite de données de Adobe, de Canvas, de peu importe. Si vous êtes une entreprise, bien entendu, vous pouvez aussi inscrire votre domaine, ce qui va permettre de faire du monitoring et de vous alerter quand un des comptes de votre domaine a fuité. Qui est très pratique quand vous avez une organisation dont vous avez @masociété.com. Vous devez prouver pour pouvoir activer ce service qui est complètement gratuit. Ce site est, on l'estime, assez sérieux et sécurisé. C'est un chercheur en sécurité qui est réputé, qui travaille pour Microsoft et pour Cloudflare. Donc, c'est des entreprises qui sont réputées sur le monde de la cybersécurité. Cependant, ça reste des acteurs américains. Donc là, vous ne leur donnez pas de mot de passe, vous leur donnez simplement votre adresse email. Et votre adresse email, elle contient sur la partie de droite le nom de domaine. Et ce que disait Nicolas, c'est que ce nom de domaine suffit, après quelques vérifications de sécurité, une fois que vous avez activé ça, pour que vous receviez une alerte dans les quelques heures ou jours qui suivront une fuite de données, pour vous être alerté que Pierre du service comptabilité a son adresse mail qui a fuité dans une base de données. Et après, vous pouvez renforcer les mesures préventives là-dessus. C'est un service gratuit. Service complètement gratuit, bien sûr. Effectivement, je vois dans les commentaires, il y a qui passe. Pour les gestionnaires de mots de passe. Pour les gestionnaires de mots de passe. Bon, pour montrer que tout le monde peut se faire avoir, tout le monde peut avoir un mot de passe qui fuite, une petite recherche, Elon Musk, @tesla.com. Est-ce qu'il s'est fait pwned? Oui, il s'est fait pwned. Et on descend un peu et on va voir que la fuite faisait partie de Check, donc c'est un service en ligne américain. Et là, ce qui est un peu plus dangereux, et c'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur ces choses-là, c'est que sans même savoir quel était le mot de passe utilisé,
On a des infos techniques. Alors ça, c'est peut-être pour votre responsable informatique, mais il y avait des mots de passe qui étaient stockés dans cette fuite de données. Et ces mots de passe, en plus d'une manière technologiquement, ils n'étaient pas chiffrés, ils étaient juste stockés de manière un peu sale, avec des MD5 non salés, ce qu'on appelle. Donc, ça veut dire que potentiellement, si Elon Musk réutilisait ce mot de passe sur un autre site, le pirate pouvait assez facilement retrouver le mot de passe et tenter sur d'autres sites. Pour donner des chiffres, hein, à quelle vitesse on casse des mots de passe en MD5 avec un simple ordinateur de gamer, on va faire du 700 millions de tentatives par seconde. Donc, autant vous dire, on fait 700 millions de tentatives de mots de passe par seconde. Peu importe le mot de passe, ça ne va pas tenir très longtemps. Pardon, même 7000 millions. Désolé. 7 milliards. Oui, mais je préfère 7 millions. 7000 méga H. Voilà, donc le mot de passe, c'est clairement une véritable problématique. Je reviens sur ma presse. C'est clairement une véritable problématique. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on le stocke? Qu'est-ce qu'on choisit? Un mot de passe unique par service, assez long, un gestionnaire de mots de passe, et tout devrait bien se passer. Derrière ce mot de passe, il y a surtout une mécanique qui est importante, c'est l'authentification. Comment est-ce qu'on accède à nos données? Comment est-ce qu'on accède à nos services? Donc, peut-être qu'on a un mot de passe qui tient la route, mais si jamais ce mot de passe fuite, si jamais on se retrouve avec une base de données qui s'est fait pirater et que notre mot de passe est dans la nature, on a toujours quelque chose qui va pouvoir nous sauver. Attention, ce n'est pas une protection absolue, c'est la double authentification. Pour la double authentification, nous, on utilise des clés Yubico. Alors là, cette fois, on cite une marque, puisque pour le coup, moi, c'est ce que j'utilise et ça marche plutôt bien. C'est celle que vous voyez en bas à gauche sur l'image. Moi, on en a tous chez nous. Beaucoup de personnalités, y compris dans la sphère de l'État français, utilisent ça. Une des raisons pour lesquelles nous, on se permet de citer cette marque, c'est que c'est une marque à la base qui est européenne, qui est suédoise. Ils ont aussi des bureaux aux États-Unis. C'est simple et peut-être quand même on peut parler de prix. C'est des dispositifs qui coûtent entre 30 et 60 euros pièce, qui sont quasi indestructibles. Ça peut passer à la machine à laver. Et si vous équipez vos collaborateurs… Je confirme que ça marche. 2 fois. Et vous pouvez donc utiliser ces dispositifs physiques qui sont, pour la plupart en tout cas, très simples d'utilisation pour la multitude de services qui sont compatibles avec, y compris des services grand public. Donc, pour rappel, quand même, juste la double authentification, vous rentrez votre mot de passe et ensuite vous rentrez quelque chose que vous possédez, en l'occurrence une clé. Si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas utiliser Yubico, bien entendu, il y a aussi la double authentification par téléphone. Attention, je n'ai pas dit par SMS, j'ai dit par téléphone, avec une application mobile. La double authentification, vous l'utilisez tous au quotidien et ça ne vous gêne pas plus que ça. Quand vous payez sur Internet, vous avez sans doute vu cette notion de 3D Secure que vous demande Visa, Mastercard ou votre banque. C'est simplement de la double authentification. On vérifie que la personne connaisse votre numéro de carte bleue, que vous ayez connu votre numéro de carte bleue et que vous possédiez également ce qu'on appelle le multifacteur, votre téléphone portable à l'instant T, parce que la banque vous envoie une notification sur l'application BNP, Crédit Agricole, etc. Ou dans certains cas, va vous demander de saisir un numéro via une carte à puce qui a été fournie si vous êtes sur des comptes entreprises notamment. L'intérêt de ce système, c'est que c'est très peu onéreux, ça augmente le niveau de sécurité. Microsoft avait énoncé une année, parce qu'ils ont énormément de comptes, donc ils peuvent faire des statistiques assez lissées, que ça protégeait de plus de 98% la compromission des comptes simplement d'activer la double authentification. Alors, vous pouvez l'activer à minima sur vos boîtes email, mais si d'autres services sont compatibles, pensez à le faire. C'est peu contraignant et en plus de ça, ça peut vous faire gagner de l'argent. Alors, il y en a qui vont dire comment, alors qu'on doit payer 50 € pour avoir une clé. C'est qu'en fait, vous pouvez utiliser dans vos entreprises, des fois, ces mécanismes de double authentification comme des mécanismes aussi de récupération des mots de passe. Plutôt que votre salarié, Jean-Claude de la compta, vienne vous voir tous les 3 mois pour vous dire qu'il a perdu son mot de passe, vous devez faire un ticket au support, réinitialiser le mot de passe. Vous pouvez, selon les logiciels, les configurations bien entendu, et votre choix de niveau de sécurité, utiliser ce deuxième mécanisme et l'autoriser, ce deuxième mécanisme, à réinitialiser son mot de passe initial selon certaines conditions. Et donc ça a été prouvé aussi de manière simple. Certaines entreprises ont réussi à économiser 3-4 tickets à leur support informatique sur une période de 3 ans. Et donc, elles ont intégralement remboursé cet achat, tout simplement en utilisant ces méthodes-là. Donc, si on commence déjà à faire un petit résumé, si vous avez un mot de passe qui est béton, même s'il tombe, il y aura toujours la double authentification pour nous rattraper, pas pour nous sauver, pour nous rattraper, attention. Après, ça, on le répète tout le temps, quand on navigue sur Internet, la meilleure protection, c'est vous. Donc, nous, par exemple, pour faire un petit retour d'expérience, quand on fait du pen test, on rentre très souvent par le système, il ne faut pas se le cacher, mais par là où on rentre le plus souvent, c'est l'humain. Un bon coup de téléphone, un petit mail qui passe bien, Un SMS. Un SMS, peu importe, mais
c'est vous, au final, qu'on arrive pratiquement toujours à avoir. Quand je dis vous, moi aussi, je me fais avoir. Hein. Ça peut m'arriver. Même en étant formé, on peut se faire avoir. Donc, la meilleure protection, ça reste vous. Faites attention aux sites que vous utilisez. Petit rappel toujours sympa, connect.facebook.com, c'est pas pareil que connect.facebook.mobile.com. Pourquoi? Parce que moi, en tant qu'attaquant, j'ai sûrement acheté mobile avec un i majuscule.com. Et ce qu'on voit sur la gauche, c'est un sous-domaine. Je peux faire ce que je veux avec un sous-domaine. Si je voulais mettre connect.twitter.com, j'aurais pu mettre ce que je voulais. Donc, faites bien attention au lien entier. C'est des rappels basiques, mais en connaissance de cause, c'est des rappels qu'il faut faire souvent pour que ça marche. N'hésitez pas, même en interne, à faire ces rappels-là vous de votre côté. C'est des choses qui doivent être rappelées et testées. Et dernier petit point sur ça, le cadenas. Ça ne veut pas dire que vous êtes en sécurité, le petit cadenas vert en haut à gauche. Ça veut juste dire que vous avez une connexion qui est chiffrée entre votre navigateur et le serveur en face. Une bonne nouvelle, si vous êtes sur le site d'un attaquant, votre connexion entre l'attaquant et vous, elle est chiffrée. Il n'y a que lui qui aura les informations. Mais bon, le cadenas ne veut pas dire que vous êtes en sécurité. Faites très attention à l'URL en entier. Allez, pour aller un petit peu plus loin, je pense qu'on a déjà passé un petit peu de temps. Je vais essayer d'abréger sur ma partie. SecNum Academy, hein, très bonne source, très bon mock, je crois qu'on dit. Oui, mock gratuit autour de la cybersécurité avec pas mal d'informations. Des actions très simples que vous pouvez faire de votre côté, chiffrer votre PC. C'est indispensable. À l'époque, sur Windows, il n'y avait pas le chiffrement par défaut, le chiffrement gratuit sur les versions personnelles. Maintenant, c'est fini, c'est gratuit dans les versions personnelles et sur les versions pro. BitLocker est disponible. Donc, du coup, vous pouvez chiffrer très facilement votre ordinateur. L'avantage, c'est que si vous faites voler le PC portable, on n'aura pas accès aux données. Pareil pour les Mac. Peut-être un point là-dessus, chiffrer son PC ou son Mac, beaucoup de personnes pensent que c'est juste pour se protéger des attaques complexes. Aujourd'hui, si je vole votre ordinateur portable dans votre voiture chez vous, même s'il est éteint, même s'il a un mot de passe, attention, Rémi, pour information, vous met tous les liens au fur et à mesure, c'est super, dans le chat. Si je vous vole votre PC portable dans votre voiture, vous êtes sur un parking, vous vous dites « Ah, ben, c'est un petit opportuniste qui me l'a volé pour le revendre aux puces. » Peut-être. Mais peut-être que cette personne, avant de le revendre, va juste tout simplement démarrer l'ordinateur en branchant un périphérique Linux, machin, ça lui prend 5 minutes, et elle va pouvoir éviter en fait votre mot de passe, tout comme si elle était rentrée par la fenêtre alors que votre porte était fermée à clé. Un mot de passe ne protège pas ce qu'il y a à l'intérieur, vient juste pour mettre un contrôle de passage. C'est aussi facile d'enlever un mot de passe que de sauter par-dessus une barrière de métro comme Chirac. Aujourd'hui, le chiffrement, peu importe qu'il soit fait nativement par Windows, par votre Mac, par votre iOS, par votre Android, les niveaux de chiffrement proposés par les fabricants, y compris américains, sont de très haute facture. Vous n'êtes peut-être pas non plus la NSA ou ce genre de choses, mais si vous activez ça, c'est quasi impossible, si c'est à jour, pour un attaquant de lire les données. Et si votre ordinateur est volé et qu'il n'a pas de chiffrement, je peux récupérer tous vos emails, tous vos cookies sur le navigateur et généralement, vous êtes connecté à votre boîte mail. En fait, le temps de compromission de votre ordinateur, s'il n'est pas chiffré, ça sera le temps qu'il mettra à démarrer. C'est exactement ça. Ça permet de montrer à peu près le niveau de sécurité. Pour revenir sur la sensibilisation, je t'écoute. C'est exactement ce que disait Nicolas juste avant. Sur le slide précédent, la sensibilisation, il faut la faire de manière permanente. Aujourd'hui, c'est normal, c'est obligatoire et c'est classique pour vos équipes d'avoir des exercices de sécurité incendie, d'investir dans des pictogrammes, d'investir dans des détecteurs de fumée, de les tester régulièrement, de former vos équipes, d'avoir des référents en sécurité. Aujourd'hui, c'est pareil. Et Nicolas, c'était mon dernier point. Et c'est quelque chose qu'on fait très souvent, que ce soit aussi avec des attaques de phishing, avec des petits coups de téléphone comme ça qui n'ont pas été sollicités. Ça marche très bien, ça rappelle un petit peu. Il y a des solutions qui le font de manière automatique. Et croyez-moi, sur le social engineering, on a beau être formé. On a beau continuer à faire des choses. On pourra toujours se faire avoir, mais c'est pour ça qu'on essaie de limiter au maximum le risque. Parce que le risque zéro n'existe pas. Ouais, pour revenir là-dessus, vous voulez tester de manière simple. Vous prenez une clé USB, vous mettez une étiquette par-dessus en écrivant liste des augmentations salariées de 2021. Vous la jetez par terre sur le parking de votre société, c'est quasi certain qu'un salarié qui la trouve va la brancher sur son ordinateur. Si vous faites ça le matin, il va la brancher sur son ordinateur de boulot. Si en plus, ça déclenche une action bizarre sur son ordinateur parce qu'il y avait un malware, il y a de grandes chances qu'il ne vous dise rien parce que sur cette clé USB, il y avait écrit confidentiel, augmentation de salaire. Donc, c'est facile d'attaquer vos utilisateurs et comme le disait Nicolas,
que vous soyez un utilisateur, que vous soyez le PDG, que vous soyez le DAF ou que vous soyez même un sous-traitant, vous êtes soit la cible, soit un maillon de l'attaque pour attaquer une cible qui est au-dessus de vous. Ça, votre niveau de sécurité à vous peut impacter vos collaborateurs et du coup indirectement d'autres personnes. Et la petite slide humoristique de la fin, Jacques Chirac, super. La petite slide humoristique, c'est que le risque zéro n'existe pas, ça c'est le point numéro 40 au niveau de l'ANSSI. Et justement, qu'est-ce qu'on fait quand le risque zéro n'existe pas? Soit on réagit, risque 40, point 40, donc on réagit, et si on n'arrive pas à réagir, il vaut mieux espérer être bien assuré. Être bien assuré et avoir des bonnes sauvegardes. Ouais. Donc là-dessus, Olivier, il y a peut-être une transition pour ceux qui arrivent après. Oui, merci Léo et Nicolas pour cette intervention pleine d'humour. Et merci à Rémi pour toutes les références que vous pourrez retrouver dans le chat du Zoom, y compris la photo de Chirac. On va inviter Stanley, qui est référent cybermenace à la police nationale, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour. Stanley, c'est à propos des assurances notamment et également des conseils qu'on peut récupérer de la part de la police nationale. Absolument. Est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien. Bon, impeccable. Alors, le partage d'écran. Écran partagé. Je vais partager ça. Voilà. Normalement, vous voyez un début de slide. C'est parfait. Voilà, impeccable. Donc, mon intervention aujourd'hui, c'est avant tout en tant que référent cybermenace, en tant que réserviste police nationale, que j'ai rejoint assez récemment, même si c'est des sujets qui me passionnent depuis longtemps, fort du constat partagé que ce qui a été évoqué ce matin, c'est que les attaques se multiplient, que ce soit strictement informatique ou que ce soit de l'enquête sociale avec de l'escroquerie, l'arnaque au président, l'arnaque aux faux fournisseurs, aux faux clients, etc. Et qu'il faut être en mesure de réagir extrêmement rapidement. Au-delà d'une semaine, globalement, ça devient très, très difficile d'arrêter la circulation de l'argent d'une part, de déchiffrer un cryptolocker et autres. Et donc, il y a une nécessité d'intervenir en amont pour expliquer, sensibiliser, prêcher la bonne parole. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis inscrit pour accompagner les référents cybermenaces déjà existants et les actions police nationale et autres sur la sensibilisation à l'égard des entreprises. Et il y a un autre volet RCM qui est la création petit à petit de laboratoires de recherche ou d'analyse, on va dire privés, qui ont déjà rencontré des bons résultats avec les entreprises qui étaient attaquées, et là on parle de quelques mois plus tôt, des chefs d'entreprise qui voyaient la boîte familiale avec l'ensemble des données inaccessibles, 30 ans de boîtes perdues qui étaient en pleurs, et grâce à l'action extrêmement rapide, en l'occurrence d'un laboratoire privé à Montpellier, ils ont réussi à déchiffrer le cryptolocker et à restituer l'ensemble des données à l'entreprise. Ça a été le cas pour 2 entreprises, et donc ça a permis d'atteindre des résultats particulièrement encourageants, rapides, efficaces. Et donc, c'est à mon avis des partenariats qui auront vocation à se renforcer à l'avenir. Reste à définir un petit peu le cadre de ces interventions-là, qui est encore un peu flou. Mais c'est globalement les 2 projets d'action. Et moi, à titre personnel, je rencontre les chefs d'entreprise, je rencontre des porteurs de projets autres qui sont victimes d'attaques et qui n'ont pas forcément envie de porter plainte, soit parce qu'ils pensent qu'il n'y aura pas de suivi derrière, soit parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de présenter notamment le fait qu'ils ont été eux-mêmes victimes d'une attaque. Quand un président se fait escroquer d'une centaine de milliers d'euros, il n'a pas forcément envie de le crier sur les toits à l'égard de ses concurrents. Notre rôle, notamment au niveau RCM, c'est de les inciter à déposer plainte systématiquement, en leur garantissant une confidentialité, évidemment, il est rassuré là-dessus, pour que des moyens d'investigation sérieux puissent être mis en œuvre, parce qu'évidemment, entre une escroquerie ou 25 provenant visiblement de la même source, la possibilité de déployer des moyens derrière d'enquête, d'investigation est nécessairement pas la même. Donc voilà globalement le cadre de l'intervention RCM. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas mon métier premier. Moi, je suis au départ avocat et également ingénieur en informatique.
et je suis également titulaire d'une mention de spécialisation en propriété intellectuelle et droit des NTIC, voilà, label qui est attribué par l'ordre des avocats, donc qui nécessite de justifier de compétences spécifiques en la matière. Mon propos aujourd'hui est de vous parler de mon expérience, notamment dans la lecture de contrats d'assurance et dans ma relation avec les assureurs. Moi, j'interviens, on va dire, moitié contentieux, moitié conseil, et les deux s'alimentent bien, puisque quand une entreprise me demande des conseils sur ce qu'elle doit faire, signer, etc., l'idée, c'est d'anticiper tout de suite le risque de contentieux, le risque de litige qu'il peut y avoir, et de pouvoir l'anticiper en essayant de le régler en amont. Ce que j'observe aujourd'hui, donc on va balayer, je vous ai parlé très rapidement du réseau RCM, avec des moyens qui vont être renforcés. Sur les contrats d'assurance cyber-risque, on va voir rapidement qu'il y a un mouvement de fond, vous avez tous remarqué, où les prestataires informatiques nous poussent à aller sur le cloud, nous poussent à héberger nos données chez les prestataires plutôt que de les avoir chez nous. Donc, on parle de logiciels, cette fois-ci, qui sont en SaaS, Service as a Software, c'est-à-dire que vous n'avez plus le logiciel installé chez vous, mais vous avez simplement un service accessible en ligne et vous ne savez même pas quels sont concrètement les logiciels qui tournent. Vous n'avez plus accès qu'à un service. Et donc, ça devrait s'accompagner de garanties supplémentaires. On va voir que ce n'est pas forcément le cas, qu'on nous pousse du coup à souscrire des contrats d'assurance qui ne sont pas forcément simples à lire, pas forcément protecteurs et qui risquent de poser un certain nombre de problèmes à terme. Donc, globalement, ce que j'observe, que ce soit à titre individuel, moi j'ai mon propre fournisseur de logiciels ERP pour les avocats, qui nous pousse à partir sur sa solution totalement hébergée. Et j'ai l'occasion de lire beaucoup en ce moment de contrats SaaS avec différents prestataires, que ce soit pour de la compta, que ce soit pour de l'ERP ou autre, qui poussent leurs clients à passer d'une solution hébergée chez eux avec une licence logicielle à une solution hébergée chez eux avec en gros un effet boîte noire, c'est-à-dire qu'on accède à un service mais on ne sait plus ce qui se passe derrière. Et on n'a pas le moyen d'aller contrôler, sauf vraiment clause d'audit très spécifique, ce qui se passe derrière. Et quand je lis des contrats SaaS, je me rends compte que les prestataires informatiques qui offraient jusque-là des garanties et des obligations de résultats très fortes sur la prestation qu'ils fournissaient, tout d'un coup, dans le cadre de prestations SaaS, ne sont plus responsables de rien. C'est-à-dire vous garantissent un niveau de service, vous dire ça va marcher 85, 90, 98% du temps, et le reste, écoutez, si ça ne marche plus, si vous n'avez plus accès à vos données, en réalité, on va les rétablir. Dans quel délai, on ne sait pas. Et si vous ne les rétablissez pas rapidement, qu'est-ce qui se passe comme conséquence? De toute façon, c'est plafonné au montant des sommes que vous nous avez payées sur les 6 derniers mois. Donc, vous avez une coupure et une incapacité de travailler pendant 15 jours. Le prestataire vous doit 6 mois de redevance de la solution, ce qui est évidemment loin d'être satisfaisant. Et le prestataire vous dit, oui, mais vous, on ne peut pas assumer votre risque commercial, on ne sait pas évaluer votre risque. Si vous voulez couvrir votre risque, assurez-vous. Prenez un contrat d'assurance et effectivement, on a vu surgir de nombreux contrats d'assurance qui couvrent l'activité numérique, système d'information au sein de l'entreprise, mais également l'activité système d'information externe, c'est-à-dire des logiciels ou des infrastructures qui seraient déplacées vers des prestataires extérieurs et pour lesquels une couverture d'assurance peut être souscrite. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une multitude de contrats d'assurance. J'ai fait une intervention encore il n'y a pas très longtemps avec des assureurs et qui reconnaissent que ces propositions de couverture d'assurance sont relativement récentes, qui sont sur un terrain un petit peu mouvant et qu'ils ont encore du mal à avoir un référentiel clair permettant d'abord de comprendre le contrat qui vous est proposé et permettant ensuite de le comparer idéalement avec d'autres contrats d'assurance, d'autres assureurs concurrents. Et donc, ce que je constate aujourd'hui, pour en avoir lu un certain nombre, c'est que quand on lit un contrat d'assurance cyber-risque, il n'est pas facile de voir quels sont les risques qui vont être effectivement couverts et il est encore plus difficile d'arriver à comparer l'étendue des garanties et des couvertures qui sont proposées par rapport au contrat d'assurance du voisin. Donc ça va probablement évoluer dans le sens où aujourd'hui, il est quand même relativement simple de comparer des contrats d'assurance auto, habitation, parce qu'on retrouve des référentiels communs, donc il y a encore du travail. Là où ça devient un petit peu compliqué, c'est le fonctionnement lui-même des contrats d'assurance, avec globalement beaucoup d'exclusions de garantie. Alors, je plaidais encore hier que si vous trouvez un assureur qui paye spontanément ce qu'on lui demande
de couvrir sans faire de difficulté, vous me le présentez, ça intéressera beaucoup de monde. Un assureur se fait toujours un petit peu tirer l'oreille quand il s'agit d'indemniser. Bon, ça fait partie du jeu. Mais bon, au-delà de ça, globalement, il y a quand même beaucoup de situations où ça se passe bien et où l'assureur va couvrir le sinistre qui lui est déclaré. Mais à ce moment-là, il faut rentrer, à mon sens, dans le contrat d'assurance lui-même. Et au moment où vous êtes sur le point de souscrire ou de comparer un contrat d'assurance, il faut, à mon sens, envisager des use cases, c'est-à-dire se dire, bon, si l'entreprise brûle demain et que j'ai perdu toutes mes données, qu'est-ce qui se passe? Si je me prends un cryptolocker, un ransomware et que mes données sont inaccessibles pendant X temps, j'ai une sauvegarde, j'ai pas de sauvegarde, qu'est-ce qui se passe? Et donc d'imaginer plusieurs cas concrets. J'ai un salarié qui part avec le fichier client, tout ce qu'on peut imaginer de plus ou moins tragique pour l'entreprise, et de voir concrètement par rapport au contrat d'assurance comment ça va être traité par l'assureur. Si on prend par exemple un risque RGPD, donc un risque par exemple de fuite de données personnelles de l'entreprise, mais également de l'entreprise dans la nature, il va y avoir un certain nombre d'actions à faire, notamment une obligation de prévenir la CNIL et une obligation d'informer les personnes concernées du fait que les données sont parties dans la nature. Donc, commercialement, ça peut être tragique si vous ne l'avez pas anticipé. Il faut du coup prévoir une espèce de cellule de crise pour envoyer un message au client et traiter les communications inquiètes du client qui vont essayer d'en savoir plus. Ça, c'est les choses que les assureurs savent très très bien couvrir. Ils vous disent pas de problème pour la gestion de crise, on va vous mettre à disposition des téléopérateurs qui vont passer des communications téléphoniques, une entreprise de communication qui va vous aider à faire de la com, une entreprise de cybersécurité qui va vous aider dans un premier temps à prendre l'ampleur, à mesurer l'ampleur du sinistre et vous aider à fermer quelques portes et à mettre quelques pare-feux. Et puis après, par contre, ça, c'est des choses où on peut mesurer. C'est une semaine de prestation, 15 jours de prestation, ça, c'est chiffré. Et l'assureur sait exactement où il va. Quand il s'agit, par contre, de payer une rançon, de payer une amende administrative ou une amende judiciaire qui aurait été prononcée, quand il s'agit surtout, et là on rentre dans le cœur du sujet, de couvrir des pertes d'exploitation, c'est-à-dire l'entreprise n'a pas pu travailler pendant une semaine, pendant 15 jours, j'ai perdu donc 15 jours de chiffre d'affaires, on peut couvrir ce risque, on le fait classiquement avec des couvertures pertes d'exploitation. Et c'est là que les contrats sont beaucoup plus flous. Et on l'a vu, là, pour le coup, en dehors du numérique, avec le Covid, où l'ensemble des restaurateurs, l'ensemble des entreprises ont des contrats d'assurance qui couvrent la perte d'exploitation, et l'ensemble des assureurs qui sont arrivés comme un seul homme pour expliquer que le Covid, c'était un effet de force majeure, enfin, en réalité, pas le Covid, mais les mesures gouvernementales prises et qui entraînaient les fermetures des entreprises, étaient des cas de force majeure et du coup n'étaient pas couverts par les contrats d'assurance. Et du coup, aujourd'hui, les assureurs ne couvrent pas la perte d'exploitation résultant des fermetures d'entreprises liées aux mesures gouvernementales. Demain, est-ce que les assureurs couvriront effectivement le cyber-risque, c'est-à-dire j'ai mes données qui sont inaccessibles, j'ai une perte d'exploitation, mettons, pendant 15 jours, est-ce que je vais pouvoir être couvert par mon assureur? Et là, c'est des choses où les contrats sont beaucoup, beaucoup moins clairs et où il est impératif de lire et de comparer pour être certain que, concrètement, quand le sinistre va survenir, on sera effectivement couvert et il y aura effectivement une prise en charge de l'assureur. Et ça, il faut vraiment le mouliner, c'est-à-dire comparer des use cases avec le contrat d'assurance qu'on a souscrit et mettre les deux en parallèle pour voir si effectivement l'assureur va réagir derrière. Tant qu'on ne l'a pas fait, c'est un peu comme une sauvegarde qu'on n'a pas testée, ça reste très hypothétique. Et bon, au risque d'enfoncer des portes ouvertes en termes de cybersécurité, la question, c'est pas est-ce que vous allez être attaqué un jour ou l'autre, la question, c'est quand. Donc le risque, il va forcément survenir un jour. On reçoit tous les jours des mails de phishing douteux, on reçoit tous les jours des invitations à se connecter à des sites internet douteux. Donc le risque, il est actuellement maximum. Donc, encore une fois, on peut couvrir ce risque cyberassurance à la place du prestataire. Ce n'est pas forcément satisfaisant, mais c'est un pis-aller, pourquoi pas, sous réserve de lire le contrat et de se poser quand même la question de voir comment ce contrat va évoluer. Et là, je suis tombé sur différents articles ces derniers temps montrant qu'on avait une vraie difficulté au niveau des assureurs, en particulier en France, dans le sens où le marché de l'assurance cyber-risque, les assureurs considèrent que c'est un marché d'à peu près 500 millions d'euros. Elles ne vont pas arriver à faire payer aux entreprises françaises des primes supérieures à un montant global, on va dire, de 500 millions d'euros sur l'année. Le problème, c'est que si à chaque attaque, il y a
des données qui sont inaccessibles, il y a des pertes d'exploitation et que du coup, il faut instantanément payer 10, 20 millions d'euros par sinistre, les assureurs sont en train de réaliser aujourd'hui qu'en réalité, leurs contrats d'assurance ne sont absolument pas rentables et qui vont se retrouver dedans très rapidement. Et donc, les assureurs aujourd'hui rencontrent des difficultés pour faire signer les nouveaux contrats, pour réitérer les contrats, parce qu'ils arrivent maintenant avec des garanties qui sont inférieures, avec des couvertures de risques financières qui sont très inférieures par rapport à ce qu'ils présentaient il y a quelques années, et une volonté pour les assureurs de, je ne vais pas dire en sortir, mais en tout cas d'être très prudents, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont mis les pieds sur un marché glissant, où ils ont du mal à évaluer leurs risques, ce qui est quand même le point central pour un assureur. Un assureur, lui, il n'intervient qu'à partir du moment où il y a un aléa. Donc, il faut qu'il arrive à évaluer son aléa et arriver à chiffrer financièrement ce que ça va lui coûter. S'il n'arrive pas à évaluer son aléa, il part en courant parce qu'il y a un risque pour lui. Et donc, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté avec, encore une fois, les prestataires qui partent en courant, avec les assureurs qui ne sont pas forcément beaucoup plus rassurants dans l'immédiat, et les entreprises qui se disent « bon, bah, moi, je veux bien faire ce qu'on me dit et aller dans le sens de l'histoire, on me pousse à faire ça, je mets mes données dans le cloud, etc. Mais demain, si je perds tout, qui est-ce qui me couvre, qui est-ce qui me garantit, qui est-ce qui m'assure? Est-ce que je vais me retrouver tout seul avec mes clients ?» Et pour terminer sur une petite polémique internationale, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des assureurs qui acceptent de payer des rançons. Il y a une culture française, on va dire, même sur les enlèvements d'otages, un petit peu de paiement des rançons, ce qui n'est pas du tout le cas de l'autre côté de l'Atlantique. Aux États-Unis, on le voit sur les prises d'otages, il n'y a pas de paiement de rançon souvent. Et au niveau assurance, les assureurs cyber-risques ont maintenant une interdiction de payer spontanément les rançons. Et donc, on pourrait imaginer que des pirates relativement renseignés vont se dire bah, c'est moins rentable aujourd'hui d'attaquer les entreprises américaines puisque la rançon ne sera pas payée par l'assurance, alors que si on attaque les entreprises européennes, dans l'immédiat, on peut espérer que les assurances couvrent. Donc de là à dire que les pirates vont s'intéresser davantage à l'Europe, j'ose espérer que ça ne sera pas le cas, mais il y a un petit débat là-dessus. Donc voilà, la présentation rapide que je voulais vous faire sur ces questions-là et un petit peu sur l'état de l'art en ce moment, qui est un petit peu fluctuant comme vous le voyez. Je vais essayer de ne pas être plus long et je laisse de la place pour les questions en suivant si vous en avez. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, on avait Olivier Azaillé de CGI qui devait se joindre à nous et qui a eu un empêchement. Du coup, petit rebond de dernière minute. C'est Léo, Nicolas et moi-même qui allons vous présenter des typologies d'attaques, de manière à vous donner quelques exemples en fait, de qu'est-ce qui peut se passer concrètement et comment les identifier éventuellement ou comment savoir plus clairement qu'il s'agit d'une attaque ou que c'est possible de passer par cette petite porte dérobée. Léo, Nicolas, je vous redonne la parole. Pour la transition, elle est toute trouvée avec la partie assurance. C'est que, comme on le disait, il y a pas mal de possibilités d'attaquer une entreprise ou une organisation aujourd'hui. Aujourd'hui, un attaquant, il peut chercher plusieurs choses. Ça dépend déjà de qui il est. Si c'est un salarié qui est en colère, si c'est un ancien salarié, si c'est un ancien dirigeant, ça peut être encore plus dangereux. Ça peut être tout simplement, on le disait au début, voilà, un opportuniste, un petit jeune qui s'amuse en France ou à l'étranger. Ça peut être une puissance étrangère. Donc là, ça devient compliqué de vous en protéger, mais il y a quand même des choses à faire. Et le bon exemple, c'est la maison. Quand vous mettez votre chien et vos barreaux aux fenêtres, généralement, on va plutôt se concentrer sur la maison du voisin. Donc bon, on déplace le problème, mais au moins, c'est plus chez vous. Peut-être qu'on va le faire tomber chez les Espagnols, les Portugais, et on se dira c'est moins pire. C'est pas cool, mais c'est moins pire. Et ensuite, l'important, c'est aussi de savoir qu'est-ce que l'attaquant cherche chez vous. Est-ce qu'il veut juste prendre de l'argent? Est-ce qu'il veut prendre de l'information? Est-ce qu'il veut attaquer votre réputation? Parce que souvent, ce que les gens confondent dans ces moyens de vous attaquer, c'est que des fois, l'attaquant ne cherche rien d'autre que vous faire du mal. Et ça, c'est le pire. Celui qui veut juste vous faire du mal, c'est assez facile. Et ça, il peut attaquer votre réputation. Et pour attaquer votre réputation, rien de mieux que d'attaquer vos propres clients. Parce que si moi, j'arrive à attaquer vos clients via vous, plus personne n'aura confiance en vous. C'est ce qui s'est passé récemment avec SolarWinds. Vous avez peut-être entendu parler, cette entreprise américaine qui éditait des logiciels pour les mondes de l'IT. SolarWinds, aujourd'hui, vont avoir beaucoup de mal, je pense, à continuer à vendre des logiciels à des agences gouvernementales ou autres, parce qu'on a attaqué leurs clients via eux, qui était un vecteur. Et Nicolas peut peut-être parler d'un type d'attaque un peu barbare qui s'appelle XSS. Alors, de manière générale, pour compromettre les
vos clients ou directement vous compromettre vous, soit on va essayer d'attaquer votre plateforme web si vous avez utilisé une solution ou vous avez une solution qui est sur le web, via des XSS. Pour rappel, c'est un plus qu'une injection de code sur le navigateur d'une personne. Donc, via votre service, en fait, on vient injecter du code, ce qui va voler de l'information à l'utilisateur final. Donc, vous êtes un vecteur. Comme votre solution n'était pas protégée correctement, c'est votre client qui se fait avoir. Et inversement, si vous utilisez une solution, c'est vous qui vous pouvez vous faire avoir à cause de votre fournisseur de service. Quand je dis service, c'est une solution. Un cas concret peut-être là-dessus. J'ai quelques cas concrets des clients qui sont justement dans le domaine plus ou moins éloigné, qui sont plus ou moins éloignés du domaine de l'agriculture. On a eu des cas effectivement où on pouvait accéder à des informations d'autres clients sans être autorisé directement. Ce n'est pas une XSS, mais on en voit aussi beaucoup. Disons qu'on reste sur la XSS, c'est le moins pire qui pourrait arriver. Le cas concret, pour remettre du contexte sans citer le client, même si c'était il y a très longtemps, que c'était patché depuis, c'est un client qui édite des logiciels, tout simplement, pour le monde de l'agriculture, pour le monde pas que de l'agri en fait, mais entre autres. Et certains de ces clients finaux sont dans la chaîne de production alimentaire. Sauf qu'eux font confiance à cet éditeur de logiciels qui ne leur fournit pas que du logiciel, leur fournit aussi du service, leur fournit du conseil et beaucoup d'autres choses. Et nous, on travaillait pour le fameux en bout de chaîne, la partie alimentaire. Sauf que cette personne dans l'alimentaire s'est aperçue en allant demander un audit. En fait, c'est elle qui a mandaté un audit pour qu'on aille vérifier tous les maillons de la chaîne avant. On s'est aperçu que son prestataire qui lui édite le logiciel n'avait pas bien sécurisé certaines choses et que de manière assez aisée, on pouvait rebondir chez lui, accéder à ces données, et notamment, c'était ces données de R&D. Et ces données de R&D, pour lui, c'est des dizaines et des dizaines d'années de travail. Et il lui faut parfois à ce client, qui est dans la recherche aussi agricole, 10, 15 ans avant de sortir un produit final, avant de sortir une nouvelle variété de telle chose, un nouvel plan pour un modèle de tel ou tel équipement agricole. Et si on perd ça, c'est sa compétitivité économique totale qui tombe. Et ça peut tomber dans les mains de n'importe qui. Et là, ça sera très compliqué, surtout que vous, quand vous êtes dans de la R&D agricole ou des choses comme ça, des fois, vous n'allez pas breveter vos inventions trop tôt parce que vous avez déjà peur que dans la phase de brevet, on vous vole vos données. Donc, vous devez attendre le dernier moment avant de breveter. Sauf que si moi, j'arrive à vous attaquer à ce moment-là, là, ce n'est pas breveté. Il n'y a pas facilement la preuve que c'était bien à vous et ça tombe sur le marché international ou national à votre insu. Donc, vraiment attention à cette chaîne. Et super attention aux prestataires, attention aux services que vous utilisez, surtout que l'agriculture est de plus en plus connectée, utilise de plus en plus de services tiers, même peu importe le domaine. Le prestataire doit être audité, les solutions du prestataire doivent être validées, sinon on prend un risque pour nos services directement. Nous, très souvent, encore une fois, on peut arriver sur le prestat et malheureusement, la solution proposée par le prestat n'est pas la plus correcte. Des fois, ce n'est pas tant la solution en elle-même, c'est aussi l'implémentation. Donc là, le vecteur, ça va être votre prestataire, votre éditeur. Des fois, c'est la personne qui installe le logiciel. Vous ne vous rendez même pas compte qu'après avoir installé un logiciel d'un prestataire, ce prestataire a encore des accès chez vous 5 ans plus tard. Pourquoi vous lui laissez les accès? S'il vient faire la maintenance dans votre entreprise qu'une fois par an, vous lui désactivez l'accès. Et quand il a besoin de faire sa maintenance, pendant une semaine, vous lui réactivez l'accès. Ça ne va pas vous coûter cher, ça va vous prendre 5 minutes. Et si lui a un pépin, vous lui redonnez l'accès juste temporairement pour telle ou telle action. Aujourd'hui, ça ne vous viendrait pas à l'idée de donner vos clés à votre voisin pour qu'il vienne nourrir votre chat et de laisser ses clés chez votre voisin pendant 5 ans pour, dans 5 ans, quand vous allez à nouveau partir en vacances et lui demander de venir nourrir votre chat. Là, c'est pareil, vous récupérez vos clés et vous vérifiez. Et peut-être un autre vecteur d'attaque, on va dire assez courant, que les gens oublient, c'est dans le ransomware, souvent les personnes, et on en a parlé avant, je te laisse terminer là-dessus. Je pense que tu voulais partir sur ça. Quand on parle de ransomware, actuellement, on parle beaucoup de données qui sont chiffrées. C'est ça que tu voulais. Les données sont chiffrées, mais maintenant, les attaquants ont compris quelque chose. C'est que potentiellement, les gens ne payent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font en plus de les chiffrer? Avant de les chiffrer, ils les font fuiter. Et maintenant, c'est doublement problématique parce qu'ils ont volé l'information. Chez vous, ils l'ont chiffré. Et si jamais vous ne rentrez pas en accord avec la personne, il y a de grandes chances que vous retrouviez vos données, mais sur Internet. Quand même, et c'est là où c'est un petit point, même si vous rentrez en accord avec elle, même si dans certains cas, et ça a été dit, il y en a qui payent, il y en a qui ne payent pas, les positions peuvent diverger, et des fois, on n'a pas vraiment le choix, ou je ne voulais pas rentrer sur on a vraiment peur.
la personne, des fois, tout simplement, va quand même les diffuser. Et là-dessus, c'est ce qui est très dangereux, c'est que vous ne pouvez pas savoir avant de payer une rançon si la personne déjà va vous faire déchiffrer la donnée et si en plus elle ne va pas la diffuser. Et c'est le cas classique du chantage. Peut-être qu'elle ne va pas la diffuser et que dans 2 ans, elle va revenir en me disant « Ah, au fait, j'ai toujours vos infos. J'avais vos petits documents et vos petits emails qui disaient que dans tel terrain agricole, vous embauchiez des personnes sans papier. Dans telle usine, votre usine de production au Maroc, vous aviez fraudé les douanes. Donc, en plus, je vais faire diffuser l'information. Et en plus, si je la diffuse, en France, on a une loi, je ne vais pas la discuter, qui rémunère les personnes qui vous font courir des contrôles fiscaux et qui gagnent de l'argent. La personne va doublement monétiser cette information sur votre entreprise. Elles peuvent gagner, des fois, je ne sais plus, je ne veux pas dire bêtises, c'est peut-être 1 million d'euros de paiement ou des choses comme ça, pour donner des informations au fisc français. Donc, en plus de vous bloquer votre système, en plus de vous avoir pris l'argent de la rançon, elle va utiliser ça de manière confidentielle envers des autorités françaises ou étrangères et monétiser cette information pour vous faire tomber dessus un contrôle, un procès ou une procédure judiciaire. Alors des fois, c'est les médias qui le font sur des enquêtes, et ça, c'est un but journalistique, mais des fois, c'est simplement des pirates. C'est ça le problème de manière générale avec les cyberattaques, c'est que c'est l'utilisateur qui en pâtit parce que c'est une question de données, c'est une question de production, et donc la finalité, c'est qu'il y a une question d'argent. Il y avait la question justement de quelqu'un dans le chat. Est-ce que le fait que les rançonneurs se mettent à exfiltrer les données et menacent de les diffuser en cas de non-paiement a eu un impact sur le pourcentage d'entreprises qui cèdent et paient la rançon? Alors nous, on n'a pas ces chiffres. Je pense que c'est plus côté force de l'ordre et pouvoir public qu'on les aura. Et encore, c'est assez délicat parce que vous vous doutez bien qu'une entreprise qui donne cette information, même au pouvoir public, elle a toujours peur que ça fuite dans la presse, ou etc. Donc des fois, les gens vont payer, ne vont rien dire. Parce que vous le savez tout autant que moi, il y a un règlement général sur la protection des données, RGPD, qui est en application. Une entreprise qui, et c'est la loi, subit une violation de données, quelle qu'elle soit, doit en informer les pouvoirs publics. Potentiellement, elle s'expose, elle, là aussi, à des sanctions si elle n'avait pas fait le job en amont, d'avoir un niveau de sécurité suffisant, d'avoir documenté, etc. Pour ça, c'est aussi un volet juridique. Et donc, des fois, les entreprises, c'est malheureux. Et des fois, des très, très grands groupes, nous, malheureusement, on a été contraints à ça, on a vu ça sur des entreprises, même 440 et équivalentes, subissent des violations de données énormes, mais ne disent absolument rien au pouvoir public. Donc là, nous, on est dans une situation délicate, donc des fois, on peut dire des choses, des fois, on ne peut pas dire des choses. En tout cas, ces sociétés, par l'appât du gain, ne vont rien dire, simplement pour la crainte de leur réputation ou de l'amende qui pourrait retomber derrière par la CNIL en France notamment. Parce que ce n'est pas faute de leur dire qu'il faut communiquer. Et là, voilà, nous, il y a des choses qu'on peut faire. Donc là-dessus, faites aussi attention à vos données. Ce n'est pas parce qu'une entreprise vous dit non, nous n'avons pas eu de fuite de données, ou que votre prestataire vous dit non, je n'ai jamais subi de fuite de données, vous ne pouvez pas savoir si c'est vraiment le cas. Des fois même, il ne le sait pas qu'il a été victime d'une fuite de données, mais des fois, il le sait, il ne le dira pas parce qu'il n'a pas envie de vous le dire, et c'est peut-être pas légal, mais il ne vous le dira pas. Donc, ne faites jamais confiance, on va dire de manière absolue, à un prestataire, à ses accès, à ses salariés. Donc là, après, il y a des manières de faire, comme disait Nicolas, c'est d'aller les challenger, de leur demander leur position sur la cybersécurité. Demander les rapports, les conclusions des audits, des pentests, des choses comme ça. C'est assez important de venir les challenger avec ces rapports-là, ou au moins ces attestations qu'ils peuvent avoir. Et rien que le fait de le demander, déjà, vous allez sentir la manière dont votre prestataire va réagir, votre intermédiaire ou revendeur. S'il commence à se braquer, vous dire que la sécurité, c'est automatique, c'est normal, ça sent mauvais. Donc ça, c'est un vecteur d'attaque qui est malheureusement de plus en plus utilisé, c'est de passer par des prestataires. Et des fois, le prestataire, c'est vous. Donc faites vraiment attention. Un autre vecteur peut-être qu'on oublie ou qu'on a peu, c'est le salarié en lui-même via son périphérique personnel. Beaucoup d'entreprises, et notamment dans les milieux agricoles, on le sait, les marges sont faibles, il y a une pression énorme des distributeurs derrière. Ils ne vont pas acheter 2 téléphones portables, enfin un pro, un perso. Ils vont demander à tout le monde s'ils peuvent utiliser leur iPhone personnel pour se connecter, etc. Et quand on voit toutes les applications qui sont verrouillées sur le store, en dehors du store, derrière, il n'y a pas de problème. On peut vite se retrouver avec un téléphone perso qui est verrouillé. Et quand on vient se connecter à notre compte Office ou à n'importe quoi, manque de peau comme le téléphone est verrouillé, on se fait avoir la boîte mail pro aussi. La problématique des périphériques personnels et professionnels, surtout avec le télétravail en ce moment, il y a des employeurs qui vont accepter que leurs salariés se connectent depuis leur téléphone ou leur ordinateur personnel. Cette entreprise n'a pas la main sur l'ordinateur personnel et c'est normal, la loi elle est là aussi pour la protéger. Votre employeur ne va pas vous espionner sur votre téléphone ou votre ordi pro. Sauf que derrière, cet ordi pro, souvent, il est utilisé par le petit jeune de 15 ans qui a craqué le dernier jeu qui contenait un malware ou un ransomware.
et ça va permettre à l'attaquant de remonter la chaîne jusqu'à l'entreprise. Donc là aussi, les usages perso-pro, dans la mesure du possible, et bien sûr, on l'a mis tout à l'heure avec notre superbe image avec de l'argent, ça coûte cher la sécurité. Sauf que la sécurité, elle est là à la base pour vous protéger et vous éviter de perdre trop d'argent plus tard. Donc trouvez le juste milieu. Une fois de temps en temps, ça peut dépanner d'autoriser un téléphone perso à se connecter à une boîte mail parce que l'utilisateur a perdu le sien. Par contre, quand il a retrouvé son téléphone pro, vous lui rebloquez les accès sur ses téléphones perso, vous le sensibilisez. Il ne faut pas sanctionner vos utilisateurs s'ils vous remontent une perte ou un risque de données. Mettez en place, ça c'est un vecteur d'attaque souvent négligé, c'est le salarié qui se fait attaquer. Il ne va pas vous le dire parce qu'il a peur de la sanction, il a peur de se faire taper sur les doigts, etc. Donc mettez bien dans votre charte informatique, pourquoi pas, la notion qu'un salarié qui vient vous notifier de manière très rapide, tout comme vous le faites aujourd'hui via votre assureur ou via les forces de l'ordre, ne doit pas être sanctionné, ou en tout cas, pas quelque chose de trop grave qui vous remonte ce type d'information. Merci. Voilà. Non, Oui. c'est bon. Parfait. Merci Léo et Nicolas pour cette super intervention d'exemple. Évidemment, si on applique tout ça au monde agricole, et quand on reprend ce que Rémi nous disait au tout début, à savoir que l'alimentaire était un des points les plus importants parmi ceux qui étaient scrutés en matière de cyberattaque, imaginez si un silo, une coopérative agricole se fait attaquer, si plein de coopératives agricoles se font attaquer et qu'on ne peut plus amener du grain directement aux fabriques de farine et que donc on ne peut plus utiliser la farine française dans les biscuits français et que du coup on est obligé d'acheter la farine à l'étranger. En fait, on se retrouve à un moment donné avec tellement d'exemples et de cas de figure, de scénarios catastrophes que finalement on voit bien que ça vaut le coup quand même de se protéger un minimum. Ça vaut le coup, d'autant que, comme on le disait, comme Caroline l'évoquait, il y a des aides, il y a de l'accompagnement. Il ne faut jamais oublier qu'il faut toujours aller déposer plainte, il faut toujours faire ces procédures sur le plan juridique auprès de la gendarmerie, auprès de la police si nécessaire. Il faut faire en sorte que tout ça, c'est un travail collectif dans l'idée de tous se protéger de manière individuelle. Donc, évidemment, on protège son ordinateur, on ne mélange pas boulot, perso, comme l'évoquait Léo il y a quelques minutes. On fait en sorte, évidemment, dans la mesure du possible, de rejeter toute tentative de paiement des rançons, comme le suggère l'ANSSI, et Rémi vous le remettait directement dans le chat. Tout ça, c'est vraiment important. La cybersécurité, elle traite évidemment pas que le monde agricole. Comme je l'évoquais au tout début, elle traite aussi du monde du bâtiment, elle traite aussi du monde de la santé, de tout un tas de tous les secteurs d'activité sont concernés. On vous retrouve dans très peu de temps. En attendant, il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, je propose que l'on fasse une séance de questions-réponses. Donc, on attend vos questions directement. Soit vous prenez la parole, soit vous les envoyez. Si vous n'osez pas prendre la parole, vous pouvez les envoyer sur le chat. On vous écoute. Alors, si certains parlent, il faut qu'ils pensent à enlever le micro, enfin à remettre le micro. En attendant les questions, je me permets juste une remarque au niveau des paiements de rançon. J'avais eu la réaction de Rémi Nancy. Bien évidemment, il ne faut pas payer spontanément les rançons. S'il y a un intérêt à le faire, il faut le faire accompagner. Il y a des méthodes, il y a des manières de faire. Donc, voilà, il ne faut pas se précipiter tout seul. Ça peut, dans certains cas, débloquer la situation, mais c'est plutôt à manipuler finement. Et une autre remarque sur la relecture des contrats d'assurance. Tous mes confrères savent globalement lire des contrats d'assurance. Après, c'est lié à chaque domaine. Donc, il y en a qui sont plus spécialisés dans le domaine du bâtiment, d'autres dans le domaine de l'informatique, et vous avez les mentions de spécialisation qui peuvent vous aider à y voir clair dans ces compétences. Merci Stanley. Je lisais la question. Ah, il y a Gilles qui pose une question sur la YubiKey. Léo, tu peux nous répondre?
Qu'est-ce qui se passe quand on perd sa YubiKey? Alors, sur sa YubiKey, quand on la perd, il y a plusieurs méthodes qui existent et ça va être propre à chaque système en fait, à laquelle vous avez utilisé votre YubiKey pour vous connecter. Donc, il faut vraiment voir une YubiKey comme une clé sur votre porte. Imaginez que la YubiKey, c'est la serrure, enfin, c'est la clé de votre serrure et que vous avez en plus un digicode au-dessus. Donc, le digicode, c'est votre mot de passe et la YubiKey, c'est la clé de la serrure. Donc, par défaut, il faut les deux pour rentrer chez vous. Il faut le code du digicode plus la clé. Donc, si vous perdez la clé, on peut se dire, on ne peut plus rentrer chez soi. Donc, généralement, ce qu'on fait, si notre porte est bien pensée, dans notre système en face est bien pensé, on a un autre moyen de secours. Ça peut être, par exemple, une clé de secours spéciale qu'on a stockée dans un petit fichier qui est dans un coffre-fort ou qui est dans un document. C'est les fameux codes de récupération, des fois que vous voyez avec écrit « Attention, ces codes ne seront affichés qu'une seule fois, merci de les garder en lieu sûr ». Donc, vous pouvez les imprimer, les mettre dans une pochette, dans un petit coffre, parce que là, le risque est quand même très faible, voire même dans une banque. Un coffre, c'est quelques centaines Oui, de laissez francs pas le papier sur le bureau, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ça serait déjà moins pire, mais ce n'est pas terrible. Et surtout, il faut aussi se rendre compte que dans les environnements d'entreprise, ce qui est souvent mis en place, c'est qu'en fait, il y a un administrateur. Et donc, c'est là l'intérêt d'avoir plusieurs personnes qui ont ces accès administrateurs. Il ne faut pas qu'il y en ait 200, mais il faut y en avoir 3 ou 4. Ça vient aussi diluer le risque. Si vous, en tant qu'administrateur, vous perdez votre YubiKey, on peut dire vous n'avez plus le droit de rentrer sur le système. Par contre, vous demandez à votre collègue administrateur, de manière physique ou en vrai au bureau, qu'il vienne vous déverrouiller l'accès. Imaginez que vous perdez la clé de chez vous, vous demandez normalement à votre conjoint qu'il vous prête sa clé, vous allez en faire un double et vous aurez une clé. En attendant, vous êtes bloqué dehors et vous attendez sous la pluie. On peut choisir un scénario ou un autre en fonction. Si vous êtes dans le cas particulier où vous n'avez pas d'administrateur, très souvent les supports peuvent aussi retirer la double authentification. Ça dépend des cas, mais ça arrive qu'ils puissent retirer la double authentification à condition de fournir les pièces nécessaires. C'est ça, pour une journée. Et le cas après le plus courant que nous on recommande, mais ça coûte un petit peu plus cher, c'est d'en avoir 2. Vous pouvez tout à fait mettre 2 YubiKey. C'est comme si vous aviez 2 clés qui ouvrent le même pass, la même porte. C'est comme ça dans les hôtels ou dans les entreprises. Et vous en avez une qui ne sert que pour le secours. Et celle-là, elle est stockée à un autre endroit, comme chez vous. Vous avez peut-être un double des clés de secours qui est quelque part, et celui-là, il est en lieu sûr. Est-ce que ça a répondu à la question? Nous avons une autre question sur des utilitaires. Intéressante. Question gestionnaire de mots de passe. Non. Solution multi-utilisateur, oui, effectivement, c'est gestionnaire de mot de passe. Une solution multi-utilisateur. Alors, déjà, il y a 2 facettes, je dirais, à cette réponse. La première, en fait, c'est pour la majorité de vos systèmes, aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle du SSO, du Single Sign-On, ou du Same Password. C'est le fait de dire, aujourd'hui, vous le faites déjà peut-être en perso sans trop vous en rendre compte. Vous vous connectez avec, se connecter avec Facebook, se connecter avec Google, se connecter avec Apple. Et donc, en fait, vous avez déjà le moins de comptes. Vous avez peut-être 10 comptes, mais vous vous connectez à 10 comptes différents via un seul, le compte Google, le compte Microsoft. Donc déjà, France Connect, l'exemple typique, c'est France Connect qui avait été fait par Calliope. Vous faites France Connect, ça vous permet de vous connecter aux impôts, à Amélie.fr, à la Poste, etc. avec un seul compte. Donc déjà, si vous réduisez le nombre de comptes, si vous réduisez le système d'accès à un seul ou 2 comptes de base, donc ça va être Active Directory dans les entreprises ou LDAP, il y a plein de manières de faire, vous réduisez grandement le besoin de gérer des mots de passe, mais à la fin, il y a quand même un besoin de mot de passe. Et ce besoin de mot de passe, il peut être géré donc par un gestionnaire de mots de passe. Et là, les gestionnaires de mots de passe, il y a beaucoup de solutions sur le marché. Il y en avait une qui historiquement était française, ça s'appelait Dashlane. Il y a LastPass qui est très connu dans les entreprises pour les grands comptes. Après, vous avez des KeePass, vous en avez plein d'autres. Il y en a une qui est certifiée par l'ANSSI, là récemment. En fait, KeePass, ça marche très bien, mais le problème, c'est que du coup, c'est vous qui hébergez le coffre-fort. Aujourd'hui, pour la sécurité, ce qu'il faut bien repenser, c'est le niveau de risque. Oui, vous allez peut-être créer une vulnérabilité en prenant un logiciel qui vient de tel éditeur ou telle solution. Par contre, vous allez grandement solutionner d'autres problématiques de vos utilisateurs. Donc, il faut que vous choisissiez la balance. C'est exactement comme quand chez vous, vous décidez de ne mettre qu'une seule clé ou 2 clés. C'est plus sécurisé, c'est moins sécurisé, mais c'est peut-être moins pratique. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait quand on a mis 3 serrures? On part de chez soi rapidement, on n'en ferme qu'une seule parce que de toute façon, on n'a pas le temps de fermer les autres. On se rend compte qu'on a laissé la fenêtre ouverte. Donc, là-dessus, sur les gestionnaires de mots de passe, il existe des solutions entreprises. Il y a des grandes institutions et des gros services en France qui vont utiliser des solutions américaines, d'autres des solutions européennes. Des solutions payantes, bien sûr, parce que sur les solutions entreprises, il n'y a quasiment rien. Il y en a quelques-unes, mais qui sont vraiment haut niveau pour beaucoup d'utilisateurs, parce que ces solutions entreprises, on va dire, vous apportent aussi un support
qui va vous permettre de gérer, de mettre à jour et de garder votre système opérationnel et notamment de gérer le partage des mots de passe. Vous allez pouvoir avoir un groupe dans lequel vous mettez des utilisateurs qui se partagent certains mots de passe quand il n'est pas possible d'avoir un mot de passe par utilisateur, parce que des fois, sur une machine agricole, on doit mettre à jour le système dans une moissonneuse-batteuse. Sur la moissonneuse-batteuse connectée de tel grand fabricant qu'on ne citera pas, par défaut, on ne peut mettre qu'un seul compte pour connecter le GPS qui fait qu'elle tourne toute seule en fait en faisant des serpents comme ça. Là, il n'y a qu'un seul mot de passe, donc il y a 10 techniciens qui se partagent le mot de passe. Donc vous le mettez dans un coffre-fort partagé avec ce système-là. Alors, il y a d'autres questions, et pas que des questions d'ailleurs, il y a des commentaires. Gautran qui nous dit qu'effectivement, pour le monde agricole, j'imagine, ou pour les personnes, quand on parle de cybersécurité, on parle souvent que d'un antivirus. Effectivement, et d'ailleurs, J. Poirier relance la discussion, notamment sur le cas des mots de passe, par rapport unique, par rapport à toutes ces boîtes mail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la cybersécurité, je vois souvent passer sur le site de l'ANSSI, on parle de cyberhygiène. À un moment donné, il faut juste se dire que les entreprises, c'est du collectif, mais on est tous un individu au départ. Et ce qui est important, c'est de savoir que chaque individu doit déjà avoir des bonnes pratiques. De la même manière qu'on est censé se laver régulièrement, eh bien, on est censé changer son mot de passe régulièrement, on est censé changer un certain nombre de choses. Donc, évidemment que tout ceci est ingérable vu le nombre de sites sur lesquels on va, que ce soit les sites de e-commerce, les sites les services en ligne. Donc, d'où l'intérêt de ces plateformes de gestion de mots de passe où, avec une appli sur votre téléphone, vous pouvez gérer de la double authentification. C'est évident que dans le monde de l'entreprise, quand vous créez un produit, et là j'interviens parce que c'est vraiment la partie, quand vous créez un produit, une application que vous souhaitez mettre à disposition de vos clients, eh bien, il faut vous poser la question. Il est grand temps de ne plus utiliser des outils bricolés maison parce que ce sont des failles de sécurité et qu'à un moment donné, il faut savoir malgré tout investir parce que ce que vous ne payez pas aujourd'hui, vous le paierez tôt ou tard demain. Voilà, quand vous avez une fuite de données, qu'il faut prévenir la CNIL, il y a carrément du rançon. Alors, la rançon, elle peut être à différents niveaux. Hein. Quand vous faites complètement cramer un site ou une application, que vous perdez toutes vos données, puis que vous vous rendez compte que la personne qui l'avait fait en interne, oui, les backups, les quoi donc, il y a tout ça à travailler. Et je pense que tout ça, ça repart d'un point essentiel. Et c'est ce qu'on fait avec Léo, avec Olivier qui n'a pas pu nous rejoindre, au niveau de la factory cybersécurité, c'est de faire de la vulgarisation, d'expliquer aux gens qu'est-ce que tout ça, comment ça fonctionne, alors avec différents niveaux de lecture, parfois à des gens qui n'ont aucune connaissance, d'autres qui comprennent un vocabulaire beaucoup plus soutenu du monde de la cyber. C'est aussi pour ça qu'on s'intéresse à travailler avec la gendarmerie, à travailler avec l'ANSSI, à travailler avec la police nationale, à travailler avec la région également, de participer à des travaux collectifs où on se retrouve régulièrement pour trouver les bons vecteurs, les bons moyens de faire en sorte qu'un maximum de la population puisse être informée, puisse se dire que la cybersécurité, ce n'est pas qu'un antivirus. Si je reprends l'exemple de Gautran, c'est bien plus que ça. C'est une hygiène. Voilà. Je crois que l'ANSSI a résumé très, très bien ce terme. C'est une hygiène. Je me brosse les dents pour ne pas avoir de caries. Je fais en sorte d'avoir un firewall pour pas qu'on vienne pénétrer mon réseau d'entreprise. Je fais en sorte, de la même manière que je m'habille parce que je n'ai pas envie qu'on me voit tout nu, je mets un minimum de choses. Je fais en sorte que mes post-it ne traînent pas sur mon bureau. C'est des réflexes que tout le monde doit avoir et qui vont faire en sorte que collectivement, on sera mieux protégé. Alors en ce moment, avec les virus qui peuvent traîner dans la vie réelle, ça vous donne une idée de comment peuvent se contaminer des ordinateurs avec des virus. Oui, Léo, tu veux prendre la parole ? C'était pour recompléter ce que tu disais juste avant sur la manière de se protéger avec plein de petits éléments. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'il vous faut savoir de quoi vous voulez vous protéger et surtout qu'est-ce que vous protégez. Mettez bien évidemment ça dans la balance dès le début. C'est ce qu'on appelle l'analyse de risque. Et si vous êtes curieux, vous tapez analyse de risque ou méthodologie et BIOS. Il y a pas mal de choses qui existent qui vont vous donner à vous, en tant que décideur, sans être technique, les bons outillages pour pouvoir identifier où sont vos risques chez vous. Ça peut être votre logiciel de paye parce que c'est important pour payer vos salariés.
Ça peut être votre logiciel de production qui fait tourner votre cave à vin, en tout cas votre cave coopérative, peu importe. Cette analyse de risque est primordiale parce que tout de suite, vous allez pouvoir mettre en face du risque souvent une somme en argent ou un risque pour des humains, pour des personnes, pour des collaborateurs. Et quand vous faites ça, c'est beaucoup plus facile de vous dire « Ah ben oui, en face de ça, je peux mettre toutes ces petites bonnes pratiques que Olivier, tu évoquais juste avant. Parce que si je mets cette bonne pratique ici, ben, je vais réduire mon risque ici, mais je vais aussi réduire le risque à tel endroit. Et des fois, en faisant un seul effort, un seul investissement, on vient réduire le risque un petit peu partout. C'est exactement comme sur votre voiture quand vous dites ben, je vais faire l'entretien, je vais faire ceci, je vais faire cela. D'avoir des bons freins, ça vous fait mieux freiner, mais ça vous permet peut-être aussi de vous dire je peux aller plus vite la fois d'après parce que j'ai des meilleurs freins. Donc en plus, vous allez pouvoir souvent utiliser un investissement dans plusieurs domaines de votre entreprise et pas simplement la production. Des fois, ça va être le marketing, des fois, ça va être pas mal de choses. Il y a des solutions de sécurité, quand vous les mettez en place, vous augmentez votre taux de délivrabilité email. Donc, parfois, ça va aussi vous amener vers des gains de performance, des simplicités de partage de mots de passe, comme vous le disiez là. Donc, toutes ces petites choses du quotidien, tous ces petits gestes, prenez-les, mais essayez de les mapper, de les relier à des risques chez vous en face. Voilà. Et comme tu l'évoquais, Léo, et je reprends ce que disait Stanley tout à l'heure, par rapport au monde de l'assurance, les fameux use cases. Alors, les use cases, c'est des cas d'usage. Je fais une checklist de quoi j'ai besoin de me protéger. Est-ce que je ne veux pas qu'on accède à mes comptes bancaires? Je ne veux pas qu'on accède aux données de consommation, de commandes, à mon ERP? Et en listant tout ça, non seulement je peux améliorer ma visibilité sur tous les points de protection, je peux faire une feuille de route, un plan d'action de tout ce que je dois protéger et comment je peux les protéger, faire appel éventuellement au prestataire qui convient, mais je peux éventuellement aussi faire en sorte de voir avec mon assureur et de pouvoir couvrir au mieux avec mon contrat d'assurance les risques que j'encours, enfin les risques liés à la cybersécurité. Et ça, c'est Nicolas, vraiment… vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la question? Juste, je viens de voir qu'il y a une nouvelle question qui est apparue. Comment chiffrer son ordinateur? En fonction de la distribution, si vous êtes sur Windows, c'est très simple. Il y a une solution pré-intégrée. Sur du Pro, ça s'appelle BitLocker. Et sur Mac, ça s'appelle FileVault. Voilà. Donc, chacune des solutions, chacun des grands OS a sa solution intégrée. Bien entendu, après, il y a des grands acteurs. Veracrypt, non, il y a TrueCrypt, vous pouvez l'utiliser. Les solutions de chez Airbus avec Storm Shield, qui sont fait pirater il n'y a pas longtemps aussi. Donc, même les plus gros peuvent l'être. Donc, il n'y a pas de solution parfaite. Mais en tout cas, gratuitement, vous pouvez chiffrer, crypter, on peut dire ça aussi, c'est dans certains dictionnaires d'ailleurs, votre ordinateur sur un PC ou sur un Mac. Vous cherchez sur Google, activez le chiffrement de son poste. Suivi du nom du système, Windows ou Mac. Oui. Voilà. Sur FileVault, on a même un article de blog qui explique comment le faire sur macOS. C'est vrai. Voilà, c'était la petite parenthèse pour la question. Petite remarque sur les assureurs, si vous me permettez. Normalement, l'assureur pose plein de questions avant de vous faire souscrire à un contrat pour préciser son niveau d'engagement. Aujourd'hui, les questions posées par les assureurs sont d'un niveau très très bas. Ils ne veulent surtout pas poser des questions trop techniques parce que ça leur obligerait à comprendre les réponses. Et donc aujourd'hui, les questions, encore une fois, sont d'un niveau très très bas, mais comme ils vont vouloir couvrir et évoluer leurs risques, on va en arriver sur des listes de questions de plus en plus précises. Et quelle est votre crainte principale? Qu'est-ce que vous voulez protéger, etc. Et donc, cette analyse n'est pas inutile à différents niveaux. Très bonne précision, effectivement. Est-ce que nous avons d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier tout le monde, tous les intervenants. Merci Léo pour les liens vers le support. C'est vraiment du temps réel. Merci Rémi de l'ANSSI, merci Colonel Lebéron de la Gendarmerie nationale, merci Caroline de Cyberrock. Merci Léo et Nicolas de D26. Merci Stanley du cabinet, pardonne-moi, mais qui est référent cybermenace à la police nationale. Voilà. Et merci à tous les participants à ce séminaire, enfin ce webinaire, pardon, à toutes vos questions et à vos intérêts.
On se retrouve très prochainement. N'hésitez pas sur les sujets cybersécurité à retrouver sur Digital 113 nos événements. N'hésitez pas également à vous inscrire dès à présent pour les rencontres cybersécurité qui auront lieu au mois de juin prochain à Montpellier, à la Cité de l'économie. Petite mise en avant pour Caroline. Et moi, je vous dis merci et à très vite pour de nouvelles aventures et notamment sans doute un webinaire sur le bâtiment.